Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, c'est la revue de presse du midi, voilà, midi, on s'est calé sur midi, il est midi 1, je suis pas du tout trop en retard, donc tout va bien. Aujourd'hui, gros programme, il y a quand même pas mal de trucs, pas mal, donc, et puis j'ai que 2 heures, oh, remarque que je peux dépasser au jeu, cet après-midi je peux dépasser un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Bien sympa cette zik, oui, bah oui. Salut l'ange noir de Lyon. Ah oui, ça, putain, c'est, oui, bon. Oui. On en est là. La pause déj avec Usul. Bah c'est ça, ouais, c'est la midinale. Alors je vais remercier les gens, on va essayer de passer vite au programme aujourd'hui. J'ai fait 3 heures de stream hier soir. Pour parler de la République, hein, la République les amis, qu'est-ce que c'est la République? Merci, je remonte un peu, voilà, il y a 12 heures, non c'est pas ça, merci Omounir, il y a Omounir 54 il y a 1 heure, qui a sub il y a 1 heure, coucou à la gauche et à Bobo, je sais pas qui est Bobo, merci Antonin, merci Didouche 59 qui dit toujours un plaisir, merci Jean Fox, merci Exaltation, Wary Blanquette qui dit bisous à Mémé, Mémé elle joue avec des trucs, là je sais pas ce qu'elle branle, merci Atutal, Usul pour SO pour les travaux, d'accord. Merci Alex 73630 qui a envoyé 100 bits. Merci Lexirant qui dit 2e mois, c'est grâce à toi que je me suis mis à Twitch. Merci pour tes revues de presse, toujours aussi enrichissantes. PS Bezos te remercie aussi pour son enrichissement. Bah oui. Écoutez, on n'est pas tous responsables individuellement de la fortune de Bezos. Je crois qu'il y a des décisions qui se prennent à un autre niveau et qui ont d'autant plus de poids sur son capital. Merci Man in the Moon, on va dire Man One the Moon. Pas mal la playlist. Oui, c'est Jazouille City Pop. Merci Qcid. Bonjour la France qui se lève à midi. La meilleure France. Merci Castagnère qui dit bonjour la gauche. Merci Pollen22. Le Lanterneur. Babylone 199. 2 mois avec l'ange noir de Lyon. Rouge, putain, je veux être rouge moi dans le jeu là. Pourquoi je serais pas rouge? Jean Castex a parlé. Ah bon? Jean Castex a dit des trucs? Jean Castex, non, il a rien dit aujourd'hui. Bon, moi je voulais revenir sur le... Est-ce que vous avez regardé? On va attaquer direct. Hein. On va attaquer direct. Oui, il n'y a pas de OLG cette semaine, il y en aura un la semaine prochaine, ça devait être l'inverse, mais pour des raisons logistiques, enfin, rien de grave. Je vais baisser un peu la zik peut-être, quand même. Est-ce que vous avez regardé, vous connaissez sans doute ces politiques sur France 5, vous savez que maintenant ils ont une sorte de quotidienne qui s'appelle C'est ce soir. Et ben hier il y avait Edoui à C'est ce soir. Il y en a qui ont regardé ça, il y en a qui ont vu Edoui à C'est ce soir. Moi j'ai trouvé ça trop bien. Hein? À un moment il a lâché la petite larmichette aussi. Non mais j'ai envie, bah je vous mets le lien. Et on va regarder ensemble l'extrait parce qu'on va commencer par ça. Je vous mets le lien dans le chat sur si vous voulez regarder le replay plus tard. Voilà, 1 heure d'Edoui. Edoui qui est au top de la Edouitude. Et c'est vraiment bien, du coup il a vraiment le temps de parler hein, parce que je crois que c'est juste lui qui parle pendant au moins 35 minutes. Parce que franchement Edoui, Karim Rissouli lui pose une question et Edoui part dans un tunnel de 4 minutes avec Édouard Glissant et Aimé Césaire. Mais c'est toujours magnifique. Quand c'est bien fait, écoute, quand c'est bien fait on prend hein. Petite imitation d'Edoui. Je suis seul à être resté ultra choqué par le contenu du bouquin de Darmanin, que tu appelles Darmaviol. Merci The Shazam. Bah non, on va y revenir. On va y revenir au bouquin de The Shazam parce qu'on va regarder d'abord le petit extrait qui a un peu tourné sur Twitter, que j'ai essayé de faire tourner. Et voilà, moi je suis quand même sur le cul que cette polémique n'est pas plus pris d'ampleur que ça. Tu sais, c'est comme ce week-end, voilà, il y a une librairie indépendante, anarchiste, lyonnaise, La Plume, dans les pentes de la Croix-Rousse, qui a été attaquée par 50 fachos qui ont pété la vitrine au cri de slogans identitaires et avec quelques zigailles, quelques salut nazis, comme on dit. Bon, bah voilà, ça choque pas, ça choque pas du tout. Merci Griffunours. Très content d'être un salaud. Ben voilà, il y a des... Et c'est là où on voit que quand on parle des médias aussi comme d'une caisse de résonance,
est-ce qu'ils font bien leur boulot, quoi? La hiérarchisation du truc. Mais pareil pour le gouvernement, j'ai l'impression que le gouvernement, notamment sur la polémique sur Darmanin, mais on va y revenir, on va d'abord regarder Edoui avec Karim Rissouli. Je laisse la musique, c'est fait exprès, on n'a toujours pas voté, tant qu'il n'y a pas le vote, il n'y a pas la musique. Il y a encore la musique, merci Baptiste Turbo 2000. Voilà, c'est là, tac, vas-y Edoui, donne tout ce que t'as. Ça dure 2 minutes, c'est le petit extrait qui a un peu circulé où on revient sur le petit bouquin de Darmanin, écoutez. Dans ce clair-obscur surgissent des monstres, des égarés, des gens perdus, des gens qui basculent d'idéaux progressistes qu'ils avaient dans leur jeunesse à des idéaux les plus conservateurs, des gens qui perdent pied sur des principes fondamentaux, notamment l'égalité des droits, sans distinction d'origine, de condition, d'apparence, de croyance. J'en ai un exemple que j'ai apporté pour vous. C'est quoi? C'est comme la lettre volée d'Edgar Poe. Vous savez, c'est une des premières nouvelles policières. On la cherche et elle est sur la cheminée. Mais il y a quelque chose qui est sous nos yeux depuis quelques semaines et que personne d'entre nous, jusqu'à ce que les réseaux sociaux s'en emparent hier, n'avait vu. C'est dans le petit libelle de M. Gérard Darmanin sur le séparatisme. Manifeste pour la laïcité. Et qui fait la théorisation de la chasse aux islamo-gauchistes et de la diabolisation d'une sorte de séparatisme islamiste. À ce moment-là, il compare l'action qui est la sienne à celle de Napoléon vis-à-vis des Juifs de France. Voici ce qu'écrit M. Darmanin. Une fois clarifié le rapport avec les responsables catholiques, Napoléon s'intéressa à régler les difficultés, écoutez bien, les difficultés touchant à la présence de dizaines de milliers de Juifs en France. Point. Certains d'entre eux, écrit M. Darmanin, pratiquaient l'usure et faisaient naître troubles et réclamations. Il poursuit, parle des problèmes d'intégration des Juifs à la nation française, cite à nouveau M. Napoléon, je préfère dire citoyen Napoléon qu'empereur, notre but est de concilier la croyance des Juifs avec les devoirs des Français et de les rendre citoyens utiles, étant résolus de porter remède au mal auquel beaucoup d'entre eux se livrent au détriment de nos sujets. Commentaire de cette citation par l'actuel ministre de l'Intérieur, voilà, une lutte pour l'intégration avant l'heure. Dans son obsession actuelle de ce pouvoir, cet homme ne sait plus, car ce que je viens de lire, c'est les pires, les plus coutumiers clichés antisémites de notre histoire. Voilà, et on va y revenir d'autant plus que je vous ai mis de côté, évidemment, Mediapart, quand ils ont trouvé ce truc-là, ils se sont dit, bah je vais creuser un petit peu, il y a tout un article, du coup, sur Napoléon et les Juifs, encadrés, intégrés, c'est quoi ces clichés antisémites? Alors attendez, je vais remercier les gens, voilà, attendez, hop, là, voilà... Il en rate pas une, mais c'est normal, enfin je veux dire c'est dans l'ADN de la droite française ces trucs là. Merci Room Room, merci Senfi1 qui a offert un abonnement je crois, merci Cthulhu aussi, merci beaucoup pour tes lives et tes vidéos. Voilà, les clichés antisémites, on va y revenir, mais c'est cette histoire de voilà, ces juifs qui pratiquent l'usure. En gros les juifs sont un corps étranger dans la nation qu'il convient de dresser, de mater, parce que si on les laisse faire en fait ils sont mauvais. Ils font des actes anti-français presque, parce que voilà, ils pratiquent l'usure contre les bons français. Donc l'usure, vous savez, c'est prêter avec un bénéfice derrière, quoi. C'est ça, un usurier, quelqu'un qui prête de l'argent et qui après exige, voilà. Donc, comme la banque, hein, une banque fait ça. Et donc, t'as regardé Edoui hier soir sur France 5. Oui, il faut regarder en entier le Edoui sur France 5, c'était bien. Mediapart, ils sont au taquet, c'est cool qu'ils fassent ce genre d'article. Je vois pas d'autres médias remettre les choses au clair comme ça. Bah, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, on va lire un petit bout de cet article d'Antoine Perrault pour Mediapart qui a creusé un petit peu ce qu'il y avait dans ce bouquin. Gérald Darmanin prône une politique envers les citoyens musulmans et assume de la calquer sur l'approche régressive de Napoléon à l'égard de ses sujets juifs que l'empereur entendait mater sous couvert d'intégration, comme l'a démontré Pierre Birnbaum. Et on va fêter là l'anniversaire de je sais pas quoi de Napoléon, commémoration éventuellement cette année.
On entend beaucoup, oui, mais il a rétabli l'esclavage. Il y a peut-être d'autres choses à dire aussi sur Napoléon. Il y a ses guerres et il y a son antisémitisme classique, français, j'ai envie de dire. Et qui a longtemps imprégné la droite française. Dans un opuscule de 96 pages, le séparatisme islamiste, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, revient sur une idée force qu'il poursuit depuis un lustre. Un lustre, c'est 10 ans. Que l'État impose aux musulmans ce que Napoléon a imposé aux juifs. Ça, c'est dans le texte. La Ve République, tout comme le Consulat, puis l'Empire, en dépit des fulgurances parfois agitées au sommet, reste marquée par l'esprit de caserne qui n'aime toujours avoir qu'une seule tête. On en parlait hier, on a fait un grand live un petit peu long sur la République. Et la République, voilà, il y a une tension dans l'idée de République, notamment une tension entre une République des égaux qui crée les conditions de l'égalité, et une république de l'uniformité qui veut des citoyens pareils, qui pensent pareil, qui se comportent pareil, qui respectent le drapeau, etc. Une république verticale. N'avoir qu'une seule tête. Au diable la diversité, la complexité, l'altérité. Merci de Baquet. Seul règne une conception réductrice de la citoyenneté. Intégrer, c'est obligé à se renier. Encore une fois, dans le live d'hier, on a vu aussi comment le PS était passé de la rhétorique de la diversité à la rhétorique de l'intégration à la fin des années 80. Au diable, donc, la diversité, la complexité, l'altérité. Intégrer, c'est obligé à se renier. Voilà, je ne suis plus un Normand, je ne suis plus un Breton, je ne suis plus un Juif, je ne suis plus ces altérités, ces identités secondaires. Je suis un Français comme tous les Français, et donc, en France, on ne porte pas de voile sur la tête. Voilà, le glissement, c'est ça, c'est la même chose. Être intégré, donc, c'est se soumettre, c'est être maté, c'est accepter le principe d'une fusion-acquisition d'ordre politique. Et tout ça, ça fait d'excellents Français. Au nom de grands idéaux nationaux, donc ça je cite encore Darmanin, et tout ça, ça fait d'excellents Français. Vous voyez bien que c'est la même conception de la République que vous avez au Rassemblement National. C'est pour ça qu'ils se sont convertis, évidemment. Si en France, si la République c'est de pouvoir dire en France, fais comme les Français, deviens comme les Français, parle comme les Français, pense comme les Français, habille-toi comme les Français, ça, à ce moment-là, le Front National peut tout à fait se réclamer de cette conception-là de la République. Donc, et tout ça, ça fait d'excellents Français au nom de grands idéaux nationaux en un pays qui jamais ne saurait se satisfaire de la moindre mosaïque de communautés juxtaposées, les protestants sous la monarchie absolue, les juifs sous l'Empire et dorénavant les musulmans sous la République 5e du nom. Or, si les dragonnades Louis XIViennes et la révocation de l'édit de Nantes sont unanimement condamnées par le tribunal de l'histoire, il n'en va pas de même de la brutalité discriminatoire de Napoléon à l'égard des Juifs. Merci Alain dans le patio, merci pour les streams. Là où Jaurès distinguait une contre-révolution césarienne, le roman national veut voir dans l'épisode napoléonien la continuation de la révolution par d'autres moyens. Vous entendez ça à droite, c'est la République. Napoléon a finalement permis la diffusion de la révolution et de l'esprit de la révolution dans toute l'Europe. Alors c'est vrai qu'il a fait trembler les monarchies dans toute l'Europe. Mais quels idéaux de la révolution il a fait triompher? Pas tous. Et puis qu'est-ce qu'il a gardé de la révolution et qu'est-ce qu'il a trahi délibérément quand il a fait son coup d'état du 18 Brumaire. Donc, en particulier, en ce qui concerne l'organisation du judaïsme français en 1906-1908, qui serait la poursuite de l'émancipation de septembre 1791, visant à faire rentrer les juifs dans cette famille universelle qui doit établir la fraternité entre tous les peuples, disait l'abbé Grégoire. Merci Adra38. Et ce, alors en dépit de l'avertissement d'un futur montagnard, le député d'Alsace Jean-François Rebel, qui s'était époumoné. Les Juifs se sont réunis pour exister en corps de nation séparés des Français. Ils ont un rôle distinct, ils n'ont jamais joui de la possession d'état de citoyens actifs. Discussion relative à la possession d'état réclamée par des Juifs établis à Bordeaux lors de la séance du 28 janvier, à lire ici et ici. Une quinzaine d'années plus tard, c'est au prétexte de grondements judéophobes montés d'Alsace, où vivent la moitié des 40 000 Juifs de France, que Napoléon allait façonner des institutions consistoriales relevant davantage de la défiance d'un despote que du libéralisme d'un réformateur éclairé. Telle est la démonstration du maître-livre de l'historien et sociologue Pierre Birnbaum, L'Aigle et la synagogue, Napoléon, les Juifs et l'État, paru en 2007. L'auteur y écrit, Pierre Birnbaum, j'ai dit Jean Birnbaum ? Non, c'est Pierre Birnbaum. L'auteur y écrit « 1906-1908, la France redevient catholique et aristocratique.
Une monarchie chrétienne s'appuyant sur une noblesse titrée, revêtue d'uniformes chamarrés. Et Napoléon veut rétablir l'église parce qu'il sent bien aussi que pour tenir le peuple, il faut des curés, mais il veut une église sous sa main. Et donc il va s'appuyer aussi sur une église domptée. Et il va créer une nouvelle noblesse avec ses maréchaux, machin. Donc la poursuite de la Révolution, déjà, bof bof. Bref. De leur côté, les Juifs, durant cette même brève période qui marque un tournant régressif, profond de la France révolutionnaire et républicaine, se voient au contraire progressivement rejeter, leur citoyenneté acquise en septembre 1791 leur étant implicitement retirée, ils redeviennent l'autre, quasiment l'étranger, qui relève comme auparavant de lois particulières. En dépit du mythe, donc là on citait Pierre Birnbaum, en dépit du mythe napoléonien qui connaît de nouveaux feux en 2021, à l'occasion du bicentenaire de la mort à Sainte-Hélène du tyran glorifié, l'empereur très chrétien avait instauré avec succès une sorte d'osmose entre le catholicisme restauré par ses soins et le culte organisé autour de son auguste personne. Merci Eisenbjorn, c'est ton troisième mois, merci. Et donc vous savez qu'un catholicisme qui se mariait très bien avec un antisémitisme, il y avait un antisémitisme catholique, voilà, traditionnel, comme disait Macron. Dans un tel paysage politique et mental, les Juifs n'avaient de place qu'imposés d'en haut pour servir d'exemple. Napoléon prétend faire d'eux des Français, ils sont pourtant censés l'être depuis 1791, s'ils ne le sont pas encore, le seront-ils un jour, et à quelles conditions? Pierre Birnbaum, dans des pages qui ne sont pas sans faire écho à la perception actuelle des musulmans, détaille comment les Juifs sont alors considérés telle une cinquième colonne de l'Orient inquiétant, prompt à saper, débiliter, avilir le mode de vie occidental. La cinquième colonne, ça veut dire, il y a des colonnes d'armée dehors, il y en a 4, et puis du coup il y en a une cinquième à l'intérieur qui est prête à se soulever de l'intérieur du pays pour nous précipiter vers la défaite. Donc avilir le mode de vie occidental, européen, français. L'abbé Grégoire remarquait en 1787 « Les femmes juives copient les usages des morts ». Voilà, merci Mom Siska pour ton prime. Donc, voilà, potentiellement, c'était des sortes d'orientaux, quoi. En 1806, le contre-révolutionnaire Louis de Bonald s'effraie. Donc contre-révolutionnaire, c'est les réactionnaires, voilà, monarchistes certainement, en 1806. Le contre-révolutionnaire Louis de Bonald s'effraie d'un grand remplacement avant la lettre, en pointant de la part de ces populations, nomades, sautes frontières et migrantes, une marche d'Asie vers l'Europe sur les Juifs. Le judaïsme apparaît incompatible avec la modernité, d'un point de vue philosophique comme politique, pour être cramponné à de vieilles croyances, de vieux usages, de vieux grimoires. Incompatible avec la modernité, vous voyez que la rhétorique aujourd'hui sur l'Orient poussiéreux, cet islam qui n'aurait pas fait sa transition vers l'islam des Lumières, qui lui-même serait moyenâgeux, machin, incompatible avec la modernité en soi. L'un des objets de fixation riche, hélas, de concordance des temps concerne la polygamie supposée des Juifs. Est-il licite aux Juifs d'épouser plusieurs femmes? Telle est la première des 12 questions que fait poser l'empereur des Français à une assemblée de notables juifs, qu'il instaure par décret en juillet 1806. Il veut un conseil représentatif des Juifs de France. Cette question est en elle-même, écrit Pierre Birnbaum, cette question en elle-même charrie tout un univers d'associations renvoyant les Juifs à leur orientalisme. Elle revêt une importance telle dans l'idée que Napoléon se fait des Juifs qu'elle figure étrangement en tête de ce questionnaire destiné à déterminer dans quelle mesure ceux-ci peuvent ou non prétendre à s'intégrer à la nation française. Bon, vous voyez, y a quand même des trucs relativement saisissants, quoi. Même si les comparaison n'est pas raison. Enfin, l'idée de renvoyer à l'Orient, l'idée de renvoyer à l'étranger, voilà, alors que c'est des populations qui sont censées être françaises, mais oui, mais les fachos diront français de papier. Hein. Salaud. Merci, Pitchy Pitch. Nonobstant la légende dorée de l'émancipation napoléonienne, le petit caporal c'est Napoléon, le petit caporal s'avère plus proche d'un Bonald que de la générosité ambiguë d'une révolution régénératrice. L'Aigle déclare ainsi, lors d'une séance du Conseil d'État qu'il préside, en avril 1806, il dit « La législation est un bouclier que le gouvernement doit porter partout où la propriété publique est attaquée. Le gouvernement français ne peut voir avec indifférence une nation avilie, dégradée, capable de toutes les bassesses, posséder exclusivement les 2 beaux départements de l'ancienne Alsace. Il faut considérer les Juifs comme nation et non comme secte. C'est une nation dans la nation.
Je voudrais leur ôter au moins pendant un temps déterminé le droit de prendre des hypothèques, car il est trop humiliant pour la nation française de se trouver à la merci de la nation la plus vile. Des villages entiers ont été expropriés par les Juifs, ils ont remplacé la féodalité, ce sont de véritables nuées de corbeaux. L'idée, c'était de les empêcher d'accéder à la propriété, et historiquement, c'est comme ça aussi que les nations, les pouvoirs occidentaux ont empêché les Juifs d'accéder à la terre. Il y a une poursuite de ça avec Napoléon. Et Napoléon d'ajouter: les Juifs ne sont pas dans la même catégorie que les protestants et les catholiques. Il faut les juger d'après le droit politique et non d'après le droit civil, puisqu'ils ne sont pas citoyens. Il serait dangereux de laisser tomber les clés de la France, Strasbourg et l'Alsace entre les mains d'une population d'espions qui ne sont point attachés au pays. On pourrait leur interdire le commerce en se fondant sur ce qu'ils souillent par l'usure, donc l'usure, la rente, le machin, et assurer leurs transactions passées, et annuler leurs transactions passées comme entachées de fraude, au nom du fait que ce sont bien sûr une nuée de corbeaux, un corps étranger en fait. Pierre Birnbaum rappelle que l'accusation d'usure est contredite ou relativisée par les préfets, qui précisent à quel point des sujets catholiques se livrent massivement à une telle activité dans des provinces. Je rappelle, l'usure, c'est le prêt avec intérêt. Les sornettes judéophobes font néanmoins leur chemin. Dans l'ultime chapitre de son ouvrage, Le prince des antisémites, l'historien et sociologue établit un lien entre Napoléon, celui-ci voyait donc les juifs comme des chenilles, des sauterelles qui ravagent la France, et les considérait non seulement comme une race distincte, mais comme un peuple étranger, et les nationalistes antisémites d'Édouard Drummond à Céline. Merci Éo-In. Bon, je crois que c'est assez clair sur ce que Napoléon pensait des juifs et pourquoi il voulait les mater. Hein. D'où le cœur intellectuel, moral et politique d'avoir à constater en 2021 à quel point Gérald Darmanin reprend à son compte l'antijudaïsme impérial et ses clichés, calquant sur les Français musulmans d'aujourd'hui les mêmes ignorances ou préventions haineuses dont faisait montre voilà 2 siècles Napoléon au sujet des Juifs de France, comme si au sommet de l'État il n'y avait aucun enseignement ni apprentissage, aucune leçon à tirer du passé, aucun vaccin, aucune cicatrisation, aucun apaisement, la mer, la mer toujours recommencer. Bon, voilà, bon, ça ne fait pas grand bruit dans la presse nationale, évidemment, aujourd'hui. Alors qu'on pourrait s'attendre tout de même, bon, il y a quand même des associations qui luttent contre l'antisémitisme, qui pourraient peut-être s'emparer un petit peu de ça, demander des comptes à Darmanin. Qu'est-ce que t'as voulu dire exactement? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis d'autres pourraient aller jusqu'à faire le lien et dire mais regardez, est-ce qu'on veut de ce genre de pouvoir-là? Est-ce que la République c'est Napoléon ou est-ce que la République c'est plutôt celle qui en 1791 proclame tout le monde citoyen? Voilà. Bon, c'est sûrement un malentendu. Ouais, c'est ça. Et pareil, tant qu'on n'aura pas fait un droit d'inventaire aussi sur ce qu'on garde ou ce qu'on garde pas de Napoléon, eh ben les gens vont se dire Napoléon. Tu sais, si tu penses pas, si t'as pas le temps de penser ni de lire, tu te dis Napoléon étant invoqué comme une référence positive pour la nation, eh ben tout ce qu'il a fait c'est bien. Et si on fait des trucs crasse-pouille, on n'a qu'à dire on fait comme Napoléon. Bah oui, mais sauf que Napoléon, si on n'a pas fait vraiment cette année va être peut-être l'occasion de reparler un petit peu de ça. Bon, on va passer au vote et je vais voilà pour le premier sujet auquel, j'aurais bien aimé que ça monte un petit peu dans les médias. Évidemment, ça ne montera pas tout de suite, ça ne montera pas tout seul, en tout cas. Je vous encourage évidemment à être actif, pourquoi pas sur Twitter, je sais pas s'il y a un hashtag. Bref, si vous voulez revoir en tout cas le passage d'Edoui dans C'est ce soir, qui avait parlé donc de ça, je vous remets le lien du replay sur le site de France Télé pour re-regarder cette émission en entier, parce que Edoui a été bon, il a été très très bon, je trouvais moi. Hop, voilà, je vous remets le lien dans le chat. Merci Social Soupacrou qui dit merci à toi. Jules qui parle malgré le silence des médias, oui c'est un peu ça. Alors, les sujets d'aujourd'hui, voilà, je ferme ces fenêtres là, on en a fini avec Napoléon et les Juifs, et il est 12h26. Et ça, on peut regarder la une de Mediapart aujourd'hui, hein, on parle des féministes en Arabie Saoudite, on parle de la polémique sur l'islamo-gauchisme, là je vais vous le proposer. La mosquée de Pantin, comment la mairie et préfecture ont pris en main les affaires du culte. Ça aussi, quand le pouvoir commence à vraiment s'occuper du culte, ça commence aussi à devenir inquiétant. Mais enfin bon, bref. Voilà.
abonnez-vous à Mediapart. Moi je vous propose aujourd'hui de parler de start-up, déjà. Une interview pour l'avocate Élise Fabing. Les atteintes aux droits du travail sont favorisées par l'hypercroissance et la frontière floue entre vie personnelle et professionnelle qu'entretiennent ces jeunes entreprises. Alors je ne sais pas si vous travaillez dans les startups ou si vous connaissez des gens qui travaillent dans les startups, mais vous savez que mine de rien c'est convivial, c'est sympathique, il n'y a pas de différence entre les gens, les machins, entre le privé, le public, on est jeune, tout le monde est jeune dans les startups, on fait pas de manière. Le patron est cool, il n'y a pas suffisamment de contre-pouvoir pour les salariés des startups. Vous savez que grâce à ça, du coup pourquoi tu vas en plus ce sont de petites structures, pourquoi tu vas te syndiquer alors que tu peux parler directement à ton patron, etc., etc. Donc si vous travaillez dans les startups, c'est intéressant de voir l'état des rapports de force aussi entre salariés et patrons, les métamorphoses des rapports de travail dans ces nouvelles petites structures de production. Je vous propose ça au vote, c'est dans Libération, c'est une interview de l'avocate Élise Fabing, je sais pas. Voilà. Ensuite, sous le vernis, Marine Le Pen n'a rien de gaulliste. C'est un petit billet politique. Jean-Philippe Tanguy, ancien porte-parole de Debout la France, a lancé lundi une microstructure destinée à soutenir le Rassemblement national. Une manière pour sa présidente de normaliser un peu plus son mouvement en se montrant avec des adeptes autoproclamés de la pensée du général. De la même manière que c'est intéressant de revenir sur Napoléon, c'est pas inintéressant non plus de faire de l'histoire, de revenir toujours en arrière sur De Gaulle, sur les liens de De Gaulle avec l'extrême droite et sur surtout là les liens de l'extrême droite avec De Gaulle qui sont évidemment plutôt conflictuels. Et c'est bien de savoir ça, ne serait-ce que pour notre petite culture personnelle. Donc, sous le vernis, Marine Le Pen n'a évidemment rien de gaulliste. Ensuite, 3 articles encore intéressants au procès du saccage de l'Arc de Triomphe par des gilets jaunes. En fait, j'ai réfléchi après avoir agi. On a chopé 10 pauvres R et ils sont jugés depuis hier. Voilà, 10 prévenus sont jugés devant le tribunal correctionnel de Paris jusqu'au 27 mars pour les dégradations et les vols commis lors d'une manifestation du 1er septembre 2018. Certains d'entre eux encourent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Merci Sergueï Dragovitch, bientôt le bébé, bientôt 9 mois en effet. Donc, comment ça va se passer pour eux? Qui sont-ils? Autant de questions auxquelles j'espère l'article va répondre. On sait qu'il y avait pas mal de FAF aussi ce jour-là, ils étaient montés en masse exprès, il y avait des Lyonnais qui étaient montés exprès à Paris le jour de la prise de l'Arc de Triomphe, les services de renseignement en tout cas le savaient, mais bon, c'est peut-être pas ceux-là qu'ils ont chopé dans la dizaine, je sais pas s'ils ont réussi à choper des fachos ou s'ils ont chopé des gens qui se sont emportés un petit peu dans la folie du moment, dans l'effervescence insurrectionnelle de ce samedi de décembre. Je ne sais pas. Ensuite, un petit article de la bête noire des insoumis, Abel Mestre, qui, pour Le Monde, nous dresse un bilan de voilà, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Benjamin Stora, Caroline Dehaze. Pourquoi une partie de la gauche soutient l'UNEF? Une tribune publiée par Le Monde dénonce les appels à dissoudre. Putain, je vais y arriver. Je vais finir mon café. Une tribune, publiée par Le Monde, dénonce les appels à dissoudre le syndicat étudiant et condamne les propos récents de Jean-Michel Blanquer. Un soutien qui ne masque pas l'embarras éprouvé par beaucoup d'anciens face aux pratiques actuelles. Il y a en effet un passage de génération qui se fait difficilement. On pense à Cambadélis, là, qui s'est répandu dans le JDD pour dire qu'il ne se retrouvait pas lui-même, qui avait été à la direction de l'UNEF. Il ne se retrouvait pas dans l'UNEF tel quel. Est-ce que c'est pas plus mal que l'UNEF qu'un Cambadélis ne s'y retrouve pas ? Est-ce que c'est pas plus mal pour l'UNEF, pardon. Donc voilà, il nous fait le petit bilan là-dessus, Abel Mestre. Ensuite, dernier article, derrière la polémique sur l'islamo-gauchisme, la ministre Vidal isolée comme jamais. Imaginée par une poignée de conseillers de Frédérique Vidal, la polémique sur l'islamo-gauchisme a servi de paravent à une ministre isolée comme jamais du monde académique, des réalités étudiantes, mais aussi de sa propre administration. Je vous avais dit hier soir que je vous le proposerais, voir où en est Frédérique Vidal. Bon, sur le truc de Darmanin, c'est vrai que moi je repense à un truc, c'est aussi à la faveur de conflits sociaux durs que Emmanuel Macron, c'était ma thèse hein, quand j'avais fait pourquoi Macron est-il devenu Dark Macron. Et ma thèse, c'était parce que précisément le programme central de Macron, au fond, c'était un programme néolibéral dur, hein, fort, voilà. Et il n'était pas arc-bouté sur les questions identitaires à l'époque, mais c'est la résistance des mouvements sociaux face à ce programme social très dur imposé
démantèlement de la SNCF, sélection à l'université, machin, tout ça, commençait à y avoir des résistances, et c'est face à ces résistances que le pouvoir en fait s'est raidi. En partant du terrain social, il a dû du coup trouver de nouveaux alliés complètement à droite. Et une fois solidaire de ces nouveaux alliés qui, eux, sont en pointe sur les questions identitaires, je pense à des Jean-Michel Blanquer, je pense à des Darmanin, je pense à des gens comme ça, ils se retrouvent coincés, obligés de... Et c'est ça, quoi. On est en train d'affaiblir aussi nos défenses démocratiques, on est en train d'affaiblir nos défenses, y compris sur les questions de l'antisémitisme, évidemment sur la question de l'islamophobie. Pourquoi ? Parce que Macron est un monarque autoritaire, néolibéral, qui ne veut rien lâcher. Et peut-être que ces questions, c'était pas celles-là qui les agitaient maintenant. Le fait est qu'aujourd'hui, il ne peut pas lâcher Darmanin. Et donc, les suivistes, les petits, les suivistes merdeux des médias qui vont pas oser choquer le pouvoir, pas oser le prendre à bras le corps, vont aussi hésiter à pointer du doigt le racisme, l'antisémitisme, quand bien même ils seraient logés au cœur du gouvernement. Ils ne vont pas le faire parce que Macron est devenu la figure du pouvoir bourgeois qu'on ne bouscule pas, qui est installé, même si c'est au prix d'alliances mortifères qui nous fragilisent tous. Voilà, donc Darmanin ne sera pas lâché, et les médias n'attaqueront pas Darmanin sur ce sujet-là. Précisément parce que les grands patrons, les bourgeois, s'y retrouvent tout à fait dans son programme social, alors ils fermeront les yeux. Bonjour, voilà, je me suis fait manger, c'est l'article obligatoire. Oui, l'article obligatoire, il est passé. Coupe la musique. Mais j'ai fini, là, j'ai fini. De toute façon, on va voter. Donc, hop, je fais le sondage. Par quoi on commence? Qu'est-ce que... J'espère que je vais pouvoir écrire les propositions. Par quoi on commence? On a jusqu'à peu près 14 h. Donc, start-up. Les droits des salariés, les startups, si vous travaillez dans les startups, ça peut être intéressant pour vous d'analyser que la situation que vous pensez vivre et qui est très particulière, évidemment, parce que c'est des rapports interpersonnels, c'est des gens que vous connaissez, en fait, elle est partagée par beaucoup de monde et finit par devenir quelque chose de structurant dans les rapports sociaux, dans les rapports hiérarchiques à l'intérieur même de l'entreprise, les rapports de production, en fait. Est-ce que dans les startups, il y a une métamorphose des rapports de production? Marine Le Pen et le gaullisme. Le Pen de Gaulle, je vais écrire. Voilà, Le Pen de Gaulle. Procès de l'Arc de Triomphe. Arc de Triomphe. L'UNEF et Vidal. Voilà, l'UNEF et Vidal. Voilà, vous avez 1 minute pour voter, on se retrouve dans 1 minute, comme ça moi je peux un peu finir mon café, c'est bien, là on a mis 30 minutes pour l'introduction et les premiers trucs, ça veut dire qu'on aura à peu près 1h30 pour la lecture d'articles. Allez, on se retrouve dans 1 minute, vous votez dans le chat, bien évidemment pour choisir vos articles. Merci Nosdus. Alors le peuple a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit le peuple? On commence par l'UNEF, ensuite Vidal, ensuite Startup, et ensuite Le Pen de Gaulle et le procès de l'Arc de Triomphe. Ça vous intéresse pas? C'est con, moi ça m'intéressait le procès de l'Arc de Triomphe. Bah je le lirai plus tard. Voilà, bon, tant pis. L'UNEF d'abord, donc l'article d'Abelmest, donc je vais les mettre dans l'ordre. L'UNEF d'abord. Hop, l'UNEF d'abord. Startup 3ème, ça c'est bon. De Gaulle, Arc de Triomphe en dernier. Voilà, bah, vous avez choisi, vous avez voté. Et oui, il y avait une team Arc de Triomphe, mais ça vous intéresse pas les gilets jaunes, ça vous intéresse pas. Salut Usul, est-ce que tu peux passer le message que les élections syndicales pour élire les représentants des salariés des TPE ont lieu en ce moment? Bah voilà, le message est passé. Merci Kailtas pour ton prime aussi.
Team Arc de Triomphe. Bah oui, bah écoutez. Trop d'étudiants dans ce chat. C'est peut-être ça, ouais, trop d'étudiants. Et puis de petits salariés, peut-être, de petits salariés de start-up, de cadres, de développeurs. Hein, ça te va, les développeurs, de je ne sais pas, de gens qui font de la com, du management, peut-être. Vous êtes peut-être nombreux. J'aime pas les étudiants. Host a déjà parlé de l'Arc de Triomphe. Ah bah c'est peut-être ça. C'est peut-être ça aussi. Bon, on va commencer par un article sur l'UNEF. Une tribune publiée par Le Monde dénonce les appels à dissoudre le syndicat étudiant et condamne les propos récents de Jean-Michel Blanquer, un soutien qui ne masque pas l'embarras éprouvé par beaucoup d'anciens face aux pratiques actuelles. Alors, la secousse qui frappe l'Union nationale des étudiants de France, l'UNEF, engendre des répliques à gauche. Je vous avais fait un épisode sur qui pour parler au nom des étudiants, et j'avais eu, avant la polémique, j'avais eu Mélanie Luce du coup en interview pour OLG, et on avait parlé d'autres choses. Nous on avait parlé de précarité étudiante, on avait parlé de ces trucs-là, on avait parlé de représentation étudiante, mais c'est pas pour ça, et je terminais parce qu'après on avait eu la polémique de l'IEP Grenoble, et je terminais l'épisode pour dire mais vous allez voir que c'est pas pour ça qu'on parle de l'UNEF, qu'on parle des syndicats étudiants d'habitude dans les médias, on en parle, c'est pour les attaquer, c'est pour leur chercher des poux, c'est pour leur dire qu'ils sont racialistes, séparatistes ou je ne sais quelle connerie. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé dès que voilà, Mélanie Luce a été invitée par, comment elle s'appelle, Sonia Mabrouk. Sonia Mabrouk lui a permis de faire 1 minute ou 2 sur la précarité étudiante, et tout le reste, ça a été attaque sur le séparatisme, vous êtes les nouveaux racistes, machin. Blanquer qui enchaîne derrière en disant que ce sont des fascistes, carrément, mais je sais pas où on est, enfin bref, plus rien n'a de sens, allons-y. Donc la secousse qui frappe l'Union nationale des étudiants de France engendre des répliques à gauche. Plusieurs personnalités de cette famille politique qui ont fait leurs premières armes militantes au sein du syndicat étudiant, dont Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, l'historien Benjamin Stora, l'écrivaine Annie Ernaux, les députés La France Insoumise, Alexis Corbière, Clémentine Autain, Éric Coquerel, Bastien Lachaud et Hugo Bernalicis, la féministe Caroline Dehaas, font partie des près de 300 signataires d'un texte publié sur le site du Monde dénonçant les appels à dissoudre l'organisation de jeunesse. Il faut savoir que l'UNEF a longtemps joué ce rôle de courroie de transmission entre la vie politique syndicale étudiante et les partis politiques traditionnels. C'est dire si c'est formateur que de faire du syndicalisme étudiant. On y apprend à argumenter, on y apprend à travailler, on y apprend à convaincre, et on y apprend aussi les arcanes des négociations, du pouvoir, des trahisons, de toutes ces choses-là qui font qu'au bout d'un moment, vous commencez à être chaud pour aller directement dans des vrais partis politiques pour les grands. Et ça a fait office un peu d'école de formation pour former des jeunes cadres ou recruter à l'intérieur pour le PS. En effet, oui, bon, pour les insoumis, mais là c'est des insoumis, quand je pense à Alexis Corbière, c'est des insoumis qui viennent du PS aussi, ça. Merci Nono le gaucho. Dommage qu'on ne parle pas de ce dangereux délinquant d'extrême gauche qui a volé pas moins de 4 cartes postales lors de la grande émeute de l'Arc de Triomphe. Oui, c'est vrai. Et puis, donc, c'était voilà, un endroit on pouvait aller à l'UNEF, et puis il y avait plein de courants, et puis on pouvait être du côté partir après au PCF, machin. Mais c'était vraiment un truc, un creuset, si vous voulez, pour les militants de gauche pendant des années. Et donc un truc qui... donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens à gauche qui réagissent. Alors souvent pour dire... là, évidemment, c'est pour dire ne dissolvez pas l'UNEF. C'est quand même un syndicat qui a une centaine d'années. Un truc historique. Enfin, on ne dissout pas les syndicats. On en a parlé hier dans le live où on parlait de la République. Dans les fondements de la République, il y a le droit de se syndiquer. Il y a le droit de faire des associations. L'idée de protéger les associations et les syndicats contre l'arbitraire du pouvoir politique, c'est au cœur des dispositifs prévus par la République pour que quand même il puisse y avoir des forces de résistance, des forces de contestation au sein même du pays. Bon, donc ils sont contre la dissolution, c'est une chose, mais il y en a beaucoup qui disent moi de mon temps, c'était mieux. Voilà, un truc de vieux cons aussi qui disent les jeunes là ils sont là sur le racisme, moi de mon temps on faisait pas ça quoi, moi de mon temps. Bah oui, d'accord, mais bon, les choses changent, les choses bougent. On ne dissout pas les syndicats sauf Alliance et Synergie. Ah, les syndicats factieux, c'est autre chose. Donc. Cette tribune condamne également, donc la tribune en défense de l'UNEF signée par des anciens de l'UNEF. Elle condamne également les propos de Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation nationale a en effet estimé vendredi 19 mars sur BFM TV que les réunions non mixtes racisées, organisées par l'UNEF, pouvaient mener vers des choses qui ressemblent au fascisme. Dans la longue liste de signataires, il y a aussi des marcheurs de la première heure, comme Mao Péninou ou le député du Val-de-l'Oise Aurélien Taché.
On retrouve également de nombreuses figures de la grande UNEF, celle d'avant la scission de 1971, ainsi que des deux UNEF de la période 71-2001, l'UNEF Renouveau proche du Parti communiste français et l'UNEF US devenue au début des années 80 l'UNEF ID, proche des trotskistes lambertistes puis du Parti socialiste, et de l'UNEF réunifiée, bref des gens de toute l'UNEF quoi. Merci à Dyspraxique Anonyme. Donc on retrouve, voilà, parmi eux, on peut citer pêle-mêle Jacques Delpy, Alain Monchablon, Denis Siffert, Jean-Marcel Bougreau, ça vous dit rien, j'imagine tous ces noms-là, moi non plus, pour la plupart, si, Denis Siffert, je connais, Jean-Marc Salmon, Marc Rosenblatt, Philippe Dariula, Pouria Amirchahi, Marie-Pierre Vieux, Emmanuel Zemmour et William Martinet. William Martinet aussi, je connais. Cependant, ni Yassir Fishtali, qui a piloté la réunification il y a 20 ans, ni Bruno Julliard, qui dirigeait l'UNEF pendant le mouvement contre le contrat première embauche en 2006, ne comptent parmi les signataires. Pourquoi ? Il y a quelques jours, des parlementaires de droite demandaient la dissolution de l'UNEF. Désormais, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui parle de pente fasciste pour qualifier son activité. Quels seraient les actes justifiant ces attaques ? L'organisation épisodique de quelques groupes de parole non mixtes pour les étudiantes victimes de discrimination ? Cette pratique intéresse, interroge, inquiète, elle bouscule, fait débat, écrivent ainsi les auteurs. Un peu plus loin, ils ajoutent « Signataires de ce texte, pour certains, certaines avec des désaccords parfois profonds avec des pratiques et des orientations syndicales et idéologiques de l'UNEF, nous pensons que par son histoire et les valeurs issues de la charte de Grenoble qu'elle incarne, l'UNEF a toute sa place dans le débat public. » C'est le fameux « je soutiens pas sur tout, mais quand même ». Voilà. Le déclencheur de cette initiative a été... l'article publié par Le Monde jeudi 18 mars racontant comment l'UNEF se retrouvait sous le feu des critiques à cause de la mise en place en interne de ces fameuses réunions. Quand je lis dans vos colonnes que les anciens sont discrets, je me dis qu'il faut faire quelque chose. Raconte Frédéric Occard, adjoint Génération à la mairie de Paris, chargé du tourisme et de la nuit. Alexis Corbière m'en parle, puis le lendemain il y a Blanquer qui évoque une dérive fasciste, il y avait au même moment tout un débat sur la page Facebook de Pierre Canuti, conseiller régional socialiste en Ile-de-France, je crée une boucle WhatsApp avec quelques anciens pour en discuter, j'écris un texte sur un coin de table et tout le monde s'y met. Bon, il y a quand même des gens qui réagissent un petit peu. Il faut dire que pendant plusieurs semaines, la gauche a brillé par son absence de soutien à l'UNEF qui était dans la tourmente. Début mars, bon, vieux motard que jamais, comme on dit. Début mars, à Grenoble, sa section locale a relayé un post, avant de l'effacer, où l'on voyait notamment des collages accusant nommément des professeurs d'islamophobie. La direction du syndicat avait alors condamné sa section grenobloise. Cet incident s'ajoute à plusieurs polémiques autour du rapport de l'UNEF à la laïcité, par exemple le fait que Myriam Pouchtou, la vice-présidente et possible successeur de Mélanie Luce à la tête du syndicat, soit voilée, et à sa conception de l'antiracisme. La mise en place de groupes de parole internes à l'organisation, selon le terme de Madame Luce, est connue depuis une enquête du Monde de 2017. On sait que ça existait. Mais lors d'un entretien, mercredi 17 mars, la journaliste d'Europe 1, Sonia Mabrouk, vous voyez à quel point... Merci Fiansouk, soutien et un petit ménage des racistes dans le chat s'impose un peu, je crois. Ah, mais on va dire que je censure. Écoute, normalement mes modos savent ce qu'ils font. La mise en place de groupes de parole interne. Oui, alors oui. Oui, vous voyez comment, je disais, tu fais une enquête sur l'antisémitisme, Darmanin, les trucs, tu fais un long article, tu fais un article comme il y a eu dans Libération un article aussi sur l'attaque de la librairie anarchiste à Lyon par des fascistes, des vrais, hein, pas des gens qui ont des ambiguïtés avec je sais pas quoi, non, des vrais fascistes. Tu fais des articles, des vrais trucs, aucune reprise, le monde politique s'en branle, les médias s'en branlent, mais alors là... 2 minutes d'interview chez Sonia Mabrouk qui lance son petit fiel habituel sur des trucs qui sont même pas illégaux ni rien, machin. Et alors là, t'as tout le monde politique qui est en ébullition, tous les médias qui reprennent. Ah, là, t'as des reprises. Hein. Là, t'as des reprises. Cet échange tendu, donc, avec la présidente de l'UNEF a contribué à relancer les appels à dissolution de l'organisation de jeunesse et a valu depuis à Madame Luce des menaces de violence physique sur les réseaux sociaux, évidemment. Les anciens sont embarrassés, les anciens de l'UNEF. Donc, à la fois, ils veulent défendre l'orga à laquelle ils ont appartenu, et en même temps, ils ne cautionnent pas, pour une bonne partie d'entre eux, les nouvelles pratiques militantes du syndicat, ni son orientation actuelle. Bah oui, c'est des jeunes, ils disent racisme systémique, ils disent le mot islamophobie, alors que bon, moi j'aime pas trop, je préfère dire qu'on a le droit de critiquer toutes les religions parce que je suis Charlie, gna 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 gna. Évidemment, au PS, vous doutez bien, on peut pas en attendre davantage.
Donc l'UNEF peut avoir des défauts, mais il faut renouer les fils du dialogue. Au-delà des débats, on veut garder cet espace où l'on peut discuter, explique encore Monsieur Ocar, donc l'initiateur de cette tribune commune des anciens de l'UNEF qui défendent l'UNEF. Il sait de quoi il parle, ce Ocar. Son père, Jean-Jacques Ocar, a été une figure unefienne à la fin de la guerre d'Algérie, et sa fille est aujourd'hui une responsable locale de l'Union nationale. Rupture à gauche. Merci Snox Twitchos. Et merci les mots. C'est quoi l'islamophobie en fait? Eh ben écoute, va sur l'article Wikipédia. T'es pas plus con qu'un autre, tu sais taper dans un moteur de recherche. Mais à bien regarder les signataires, on voit que la gauche connaît aujourd'hui une rupture en son sein autour des nouvelles formes d'antiracisme. Voilà, on arrive au cœur du débat. Très peu de socialistes, excepté M. Canuti ou le maire de Saint-Denis Mathieu Hanotin, ont ainsi paraphé la tribune. Alors même que le syndicat étudiant a longtemps servi d'école de cadre pour ce parti. Certains responsables PS critiquent même vertement les propos de Madame Luce. Il en va ainsi du maire de Montpellier, Mickaël Delafosse, qui a longtemps milité à l'UNEF. Et il dit quoi, le maire de Montpellier? Il dit « Le racisme se combat avec celles et ceux qui partagent la conviction que l'égalité des droits est le fondement de notre société. » Oui, des droits, oui, mais l'égalité de fait. C'est exactement ce qu'on disait hier sur la République. Il y a des gens qui considèrent que la République ayant proclamé des droits, on y est. Cette République-là, elle est parfaite, elle applique l'égalité. L'égalité entre les femmes et les hommes, il n'y a plus de discrimination, machin, parce que dans les textes, c'est pas marqué. Donc, c'est bon, on a fait amende honorable. L'égalité, vous l'avez, et la République incarne cela. Et d'autres qui disent, bah oui, mais de fait, voilà, les violences policières, les discriminations, les machins sont toujours là. Donc, il y a peut-être encore des trucs à bricoler, il y a peut-être encore des trucs à contester. Et pour ça, ils vont s'organiser pour pouvoir en parler. Et c'est vrai que les groupes de parole non mixtes, c'est aussi ça. C'est déjà de pouvoir parler sans qu'il y ait des blancs ou des mecs du PS qui arrivent, qui viennent dire oui, alors je conteste, comme dans le chat, tiens. Je conteste le terme islamophobie, je préférerais qu'on parle de racisme anti-musulman, machin. C'est-à-dire tous ces trucs de perte de temps que les féministes connaissent bien, parce que quand elles font des réunions non mixtes entre femmes, c'est précisément pour pas qu'il y ait des mecs qui soient là à faire perdre du temps, à dire « Oui, alors, oui, d'accord, alors je suis d'accord avec ce que vient de dire la camarade, mais enfin tout de même, not all men, machin. » Et on perd du temps. Et puis l'idée de pouvoir s'organiser sans le regard de ceux qui, parfois malgré eux, c'est-à-dire quand on reproduit des discriminations, c'est souvent à notre corps défendant, on se rend pas compte la plupart du temps de ce qu'on fait, à part les grands théoriciens du racisme, du sexisme, machin, et les fachos qui eux justifient tout à fait, et savent tout à fait ce qu'ils font, mais le petit sexisme du quotidien, le petit racisme du quotidien, c'est des choses sur lesquelles les individus, les agents n'ont pas toujours prise, leur propre racisme, ils s'en rendent pas forcément compte. Donc l'idée d'être sans les gens qui véhiculent ces comportements racistes, même malgré eux, permet de s'organiser sans ce regard-là, sans perdre de temps, et puis de faire de l'organisation stratégique, quoi, aussi. Donc, ça, c'est des nouvelles formes avec lesquelles, apparemment, Mickaël Delafosse n'est pas d'accord. Hein. Pour lui, c'est bon, vous l'avez, l'égalité, arrêtez de casser les couilles. Vous l'avez, l'égalité, vu que c'est marqué dans la loi. La République n'est pas raciste, c'est pas dans sa constitution, c'est pas marqué, la République française est une république raciste. Bon bah dans ce cas-là, je comprendrais que vous gueuliez, mais là c'est pas fait, donc non. Merci Rizmembern pour ton prime. Le racisme se combat avec celles et ceux qui partagent, donc voilà, ça c'est la vision PS. Écoutez, le racisme se combat avec celles et ceux qui partagent la conviction que l'égalité des droits est le fondement de notre société. Déjà, pourquoi ça serait pas le cas de Mélanie Luce ou de qui que ce soit d'autre? Bien évidemment qu'ils pensent, même dans ces groupes ponctuels d'ailleurs, hein, faut le rappeler, hein, l'idée c'est pas de se séparer de la société, c'est de faire des petites réunions ponctuelles pour soulever d'ailleurs les problèmes de l'organisation interne de l'UNEF aussi. Voilà, est-ce qu'il y a du racisme à l'intérieur de l'UNEF? Bon, on va pas en discuter avec les racistes de l'intérieur de l'UNEF. On va en discuter entre gens qui ont vécu du racisme à l'intérieur de l'UNEF. C'est ça aussi le but des réunions non mixtes. Et tous ces gens-là pensent que l'égalité des droits doit être le fondement de la société. Par contre, c'est autre chose de penser qu'elle l'est. En effet, quand tu critiques le racisme d'État, c'est que tu dis que, bah non, là pour l'instant, c'est pas le fondement de la société que je vois, que j'ai sous les yeux et que je subis. Merci, Kalastan... Kalastan le chômeur. Merci, Kalastan le chômeur. Donc, c'est l'universalisme qui porte l'émancipation. Encore une fois, je pense que les antiracistes contemporains sont universalistes et veulent tendre vers l'universalisme. Il faut toujours unir pour faire progresser des valeurs, jamais séparer.
Oui, donc en gros, on veut toujours être là, nous les blancs, et donner notre regard. L'UNEF s'égare dangereusement. Il y a des pulsions de contrôle, il y a des pulsions de contrôle, il y a des pulsions d'angoisse aussi face justement aux corps étrangers à l'intérieur même du pays qui pourraient gangréner, toujours les métaphores biologiques. Merci Bambi Fontaine d'avoir offert un abonnement à je ne sais qui. Donc voilà, donc il a écrit ça, c'est du racisme, non. L'UNEF s'égare dangereusement, donc ça c'est le maire de Montpellier. Tonalité encore plus vive chez le sénateur du Val d'Oise, Rachid Temal, qui dit « Fétichiser la race, comme le fait la présidente de l'UNEF, c'est du racisme !» À quel moment, voilà, argumenter aussi à des moments, à quel moment elle fétichise la race, en disant « la race c'est cool, machin, tout ça ». Non, ce qu'elle pointe du doigt, c'est le racisme. À vomir, à combattre. Jean-Christophe Cambadélis, qui a présidé l'UNEF-US, et l'UNEF-ID a quant à lui estimé que la direction actuelle n'est pas défendable en préconisant une discrimination anti-blanc. Mais il préconise pas une discrimination anti-blanc. Sus aux animaux préhistoriques par tous heures de droite, me dit Shred Overdrive, merci à toi. Merci Poternica, merci Tomari On, merci pour ton travail. C'est pas un peu une tempête dans un verre d'eau? Bah à gauche non, à gauche il y a un rapport, la gauche fétichise l'UNEF pour le coup. Donc il y a un enjeu, il y a une bataille aussi il y a une bataille politique là, une bataille de mémoire, d'interprétation. Donc la direction actuelle n'est pas défendable en préconisant une discrimination anti-blanc. Ce n'est pas l'UNEF qu'il faut dissoudre, mais sa direction. Alors ça revient beaucoup, je ne suis pas d'accord avec la direction actuelle de l'UNEF. Bruno Julliard, c'est-à-dire la direction, la présidente qui est une femme racisée, et la vice-présidente qui est une femme racisée aussi avec un voile en plus. Alors là voilà, l'idée d'évincer ça, mettons des bons bonhommes blancs quoi, au moins ils casseront pas les couilles. Et bravo aux modos qui font toujours du super travail, surtout quand on parle de ces sujets-là. Bruno Julliard résume. Je défends le syndicalisme étudiant et son histoire. Je suis absolument hostile à la dissolution de l'UNEF et choqué des attaques violentes qu'elle subit de la droite. Je ne veux cependant pas exonérer la direction actuelle du syndicat de ses errements qui me sont insupportables et je n'ai pas trouvé cet équilibre dans ce texte. Lui, il n'a pas voulu signer le texte parce que le texte aurait dû dénoncer l'UNEF tout en le défendant. Le scénariste de la série Baron Noir, Eric Benzekri, lui aussi un ancien, ne dit pas autre chose pour expliquer son absence parmi les signataires. Je ne veux pas être complaisant à l'égard des errements de l'UNEF. Ils sont perdus, c'est des errements. Beaucoup aussi sont amers vis-à-vis du syndicat qui a pris son indépendance par rapport aux partis politiques. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Bon, pendant longtemps, l'UNEF, je vous ai dit, fournissait un vivier de cadres aux partis politiques et inversement. C'est-à-dire qu'il y avait des cadres qui contrôlaient en partie l'UNEF. Benoît Hamon était connu au PS pour avoir un solide réseau à l'UNEF qui faisait qu'il pouvait tout à fait orienter un petit peu les mouvements de jeunesse, un petit peu comme on peut le voir dans Baron Noir aussi. Beaucoup aussi donc sont amers vis-à-vis du syndicat qui a pris son indépendance par rapport aux partis politiques. C'est-à-dire que ça n'existe plus ou ça existe moins, ça, ce pouvoir des partis sur des franges de l'UNEF. L'UNEF, née en 1907, fut longtemps la maison commune de la gauche, réussissant à faire cohabiter toutes ses chapelles, des trotskistes aux réformistes. Chaque courant avait ses référents, qui aidaient à la structuration politique, donnaient des indications stratégiques et servaient aussi de corde de rappel en cas de dérive. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'UNEF ayant pris une sorte d'autonomie politique, mais la mise à distance ne s'est pas toujours faite dans de bonnes conditions, ce qui a laissé des traces. Cependant, on voit qu'Abelmestre quand même a aussi une espèce de nostalgie de l'UNEF du temps où c'était bien structuré comme lui l'a connu. Cependant, si l'UNEF est affaiblie, elle est devenue la deuxième organisation étudiante derrière la modérée FAGE. Bon, le modéré, on peut dire centriste. Elle reste un creuset du militantisme de la jeunesse, un secteur que tous les partis de gauche veulent reconquérir et qui s'avère essentiel un an avant l'élection présidentielle. Bien vu, Abelmestre. Un élément qui peut expliquer aussi pourquoi certains leaders de la gauche ont fini par se mobiliser et qui peut expliquer aussi pourquoi d'autres leaders de la gauche veulent décapiter l'UNEF pour avoir des jeunes un petit peu plus disposés à jouer le rôle que jouait jusque-là l'UNEF. Merci, merci N-Écart. Premier commentaire YouTube sur 3615. Putain, tu me suis depuis un sacré temps. Merci à toi pour le soutien. Voilà, vous êtes... Bon, j'espère que c'est un peu plus clair sur l'UNEF. Bon, rien de transcendant là-dedans, hein. Mais encore une fois, si vous voulez, sur ces questions-là, on y revient souvent parce que... j'ai pas compris la fin. Mais si, elle est claire la fin. Qu'est-ce que t'as pas compris? Elle est claire la fin. La fin, c'est qu'ils veulent retrouver la main sur l'UNEF et ils ont l'impression que l'UNEF leur échappe.
les vieux des partis politiques qui, eux, ont fait le parcours une FPS ou une FPC ou une F-trotskisme, tout ça. Bon, voilà pour l'UNEF, voilà pour Le Monde. Il nous reste encore 1 heure, on va peut-être pouvoir faire plus de 2 articles, c'est possible. En tout cas, maintenant, on continue un petit peu sur le même sujet, mais c'est vous qui avez voté, c'est vous que ça intéresse. Alors, pourtant, je vous propose aussi des sujets sur le monde du travail, je vous ai proposé aussi un sujet sur les gilets jaunes. C'est vous qui m'entraînez sur les problématiques étudiantes et les problématiques antiracistes aussi assez souvent. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a un manque de discours clair dans les médias sur ce truc-là aussi, enfin de discours de gauche en fait, dans les médias. C'est peut-être aussi ça que vous venez chercher là. J'essaie de comprendre aussi pourquoi vous votez pour ces trucs-là assez systématiquement. Moi, ça me pose pas de problème parce que je trouve quand même que c'est des sujets importants, mais vous avez voté. Ouais, c'est peut-être parce qu'il y a un manque ailleurs et que même les gens de gauche sont un petit peu timorés pour défendre. Cette orientation des nouveaux mouvements antiracistes. Oui, c'est un peu ça, ouais. Moi, j'essaie de comprendre la gauche. Bah, tu vois, j'espère que c'est plus clair. Donc, imaginez par une poignée de conseillers de Frédérique Vidal, la polémique sur l'islamo-gauchisme a servi de paravent à une ministre isolée comme Jaja du monde académique, des réalités étudiantes, mais aussi de sa propre administration. Alors, ses conseillers lui avaient promis de marquer enfin l'agenda politique. Putain, l'horreur, la pauvre Vidal. Tu la vois, Vidal, avec sa tête de victime. Elle est là, et il y a ses conseillers qui lui disent « Oui, bon, alors attends, on va trouver un truc pour qu'on parle de toi un petit peu. » C'est horrible. Ses conseillers lui avaient promis de marquer enfin l'agenda politique. De ce point de vue, l'opération est réussie. Merci, Milenzi. L'opération est réussie, absente du débat public depuis le début de la crise sanitaire, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, a provoqué un tollé en déclenchant en pleine pandémie un débat sur l'islamo-gauchisme dans les universités. C'est horrible, hein. L'instant d'une polémique. Étudiant en sociaux de genre, je me sens concerné par le sujet. Oui, attends, vous me donnez des explications sur pourquoi, je vais vous lire un petit peu. Et vu qu'il n'y a pas vraiment d'arguments pertinents là-dessus dans les médias tradis, oui, bon, j'avais bien identifié le truc du coup. Tout à fait, et puis je fais partie d'une minorité visible, donc on m'a amené sur ces sujets alors que je demandais rien. Je cherche donc des arguments de réponse. Et nous, les ouvriers, ils sont où nos articles? Bah, moi, j'avais sélectionné un truc sur les gilets jaunes, hein. Mais bon, moi, je peux me cacher derrière le vote. C'est parce que tu as un public de blancs petits bourgeois, peut-être aussi, ou d'étudiants en Sciences Po, peut-être. Et ces débats sont vifs dans les Sciences Po des régions, là, dans les IEP de région. Je me disais que tes votes fonctionnent sur la majorité et pas le consensus. Est-ce que faire des sondages pour voir les articles les moins voulus ne serait pas plus démocratique en ce sens? Oh là, écoutez, moi, c'est la démocratie ici, c'est pas que moi je vous représente au mieux. Ici, la démocratie, sur Twitch, c'est le pluralisme. Voilà, si vous n'êtes pas content de ce qui se passe ici, qu'il y a une voix un peu différente de ce qui se passe ailleurs, vous pouvez aller voir ce qui se passe ailleurs. J'ai pas nécessairement vocation à représenter de manière fine mon chat, je me représente moi-même. Franchement, si on va vite, je vais peut-être pouvoir... Il y a des chercheurs aussi, ouais, j'ai vu, il y a des développeurs, des développeuses. Merci, Lechesco. Youpi tralala, 5e mois, merci à toi. Merci Lorraine Plume. Hello, merci d'être là. Et ça se prononce Lorraine Plume, pas Laurent Plume. Oui, il n'y avait pas de T. Oui, j'avais dit Laurent Plume la dernière fois. Je me représente moi-même et des fois c'est pas facile, bah c'est ça. Moi je suis caissière. Bah ça on a parlé aussi des travailleurs de première ligne aussi, machin. Je suis ni blanche ni bourgeoise et ces sujets m'intéressent. Mais oui, il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu de tout sur ce chat, mine de rien. Team chômage technique. T'es minoritaire, alors ça fait bien d'avoir une autre vision. Bon bref, on reprend. Ses conseillers, c'est pathétique, ses conseillers lui avaient promis de marquer enfin l'agenda politique. Bref, l'instant d'une polémique qui l'a soudainement amené à défendre le contraire de ce qu'elle prétendait penser à l'automne. Hein, je vous rappelle, à l'automne, c'est Jean-Michel Blanquer qui disait que l'islamo-gauchisme, non, à l'époque c'était l'intersectionnel, les décoloniaux, je sais plus ce que c'était, enfin bon, c'est toujours à peu près la même chose, gangréner l'université, et elle avait répondu « Oh non, quand même, t'exagères, Jean-Mimi ».
Bon bah là d'un coup, grâce à ses conseillers, elle a défendu l'inverse. La ministre a même réussi à reléguer au second plan les critiques sur son défaut de gestion de la crise. Elle a oublié son isolement du monde académique, des réalités étudiantes ainsi que de sa propre administration. Fin novembre, son ministère a été marqué par la démission fracassante du directeur général de la recherche et de l'innovation, mais cet événement aussi inédit que parlant sur l'état du ministère, de cet événement il n'a pas été question sur les plateaux de télévision, de l'art de faire diversion. Alors l'article, il est signé Antoine Rouget et Redija Zerwali qui suit les questions étudiantes et sociales pour Mediapart, et Antoine Rouget, lui, il est du pôle enquête de Mediapart, donc il a dû passer quelques coups de fil, il doit y avoir des trucs, c'est comme ça qu'on sait du coup que en fait c'était une idée brillante de son cabinet à la Vidal. Donc il y aura quelques révélations, des choses que vous ne savez pas à mon avis dans cet article. En recommandant à leur patronne d'attaquer bille en tête la communauté universitaire, les quelques conseillers de Frédérique Vidal à la manœuvre n'avaient en revanche pas anticipé l'ampleur des protestations qui s'élèveraient contre elle. Les pétitions appelant sur tous les tons à sa démission se multiplient, celle issue d'une tribune publiée le 21 février 2021 dans Le Monde cumulant même à ce jour plus de 22 000 signatures individuelles d'universitaires, c'est énorme, il n'y a pas des milliards d'universitaires en France, donc 22 000 universitaires, c'est énorme. Consternés, des intellectuels du monde entier volent désormais au secours de leurs collègues français. Jamais une ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'avait autant fait l'unanimité contre elle, signe que l'heure est grave, des organisations scientifiques d'habitude discrètes affichent désormais leur désaccord. Alors que Frédérique Vidal avait demandé le mardi 16 février 2021 au Centre national de recherche scientifique, au CNRS, donc un bilan de l'ensemble des recherches, pour mieux séparer ce qui relèverait de la science et du militantisme, le CNRS a répondu que l'islamo-gauchisme n'est pas une réalité scientifique. L'organisme de recherche a condamné les tentatives de délégitimation de différents champs de la recherche. Parce que c'est toujours... Pourquoi c'est pas une réalité scientifique aussi? Parce que c'est un peu comme ce que je vous disais hier sur quand Anne Hidalgo invoque les ambiguïtés. Voilà. Anne Hidalgo invoque les ambiguïtés de Mélenchon pour dire que Mélenchon, il n'est pas clair sur la République. C'est exactement ça. L'islamo-gauchisme, c'est une accusation qui se base sur « Oui, mais regardez, ils ont des ambiguïtés tacites, il y a un impensé coupable, on les attaque pas pour ce qu'ils font, on les attaque pour ce qu'ils ne font pas. Ils ne dénoncent pas assez l'islam, machin. » Voilà, donc... C'est là où vous voyez que l'ambiguïté, c'est dans la tête des gens qui dénoncent l'ambiguïté, certes, mais alors il faut, si on veut en faire un objet scientifique, il va falloir prouver des liens avec des organisations, chercher dans les discours ce qui est clairement un soutien au djihadisme, par exemple. Bon bah là, il n'y a rien. Là, on peut pas prouver ça. Donc c'est un discours de flou, c'est un discours de confusionnisme aussi. Donc voilà pourquoi le CNRS dit, écoutez, moi je veux bien, mais on peut pas mesurer ça. Ça c'est ça c'est des trucs pour la presse magazine de droite et d'extrême droite, la presse conservatrice. Mais en vrai, si on fait une étude, même en se basant sur les textes, même en se basant sur des entretiens, on va pas trouver grand chose. Si votre truc c'est juste des ambiguïtés. Bref, la conférence des présidents de l'université s'est exprimée en des termes peu habituels. Donc la conférence des présidents de l'université a dit « Si le gouvernement a besoin d'analyses, de contradictions, de discours scientifiques étayés pour l'aider à sortir des représentations caricaturales et des arguties de café du commerce, les universités se tiennent à sa disposition. Le débat politique n'est par principe pas un débat scientifique. Il ne doit pas pour autant conduire à raconter n'importe quoi. » Merci, section ratio. Et vous voyez la différence. Quand on dit par contre l'islamophobie, scientifiquement on peut la démontrer. Il suffit de faire des études, de regarder est-ce qu'il y a discrimination à couleur de peau égale par exemple, est-ce qu'il y a discrimination plus forte. On peut mesurer ces choses-là. On peut mesurer aussi toutes les occurrences dans le débat public, prendre les textes de Gérald Darmanin, prendre les textes des responsables politiques, observer à partir de quel moment la question de l'islam revient toutes les semaines dans la presse. Ça se mesure, ça se mesure. Du côté syndical aussi, le front est large. La FSU, Syndicat national des chercheurs scientifiques, et Syndicat national de l'enseignement et Sud, Recherche et Éducation, ont appelé au départ de la ministre. La CGT estime que la ministre doit retirer ses déclarations et présenter ses excuses au personnel et annuler ses velléités d'inspection politique et de la recherche. Bon, alors je fais l'accent général de la CGT, et bien sûr, j'imagine que la CGT des chercheurs, ils parlent peut-être un petit peu différemment, je ne sais pas. Et l'UNSA d'attaquer
Cela fait des mois que les universitaires se dépensent sans compter pour assurer la continuité du service public de l'enseignement supérieur. La plupart sont épuisés. Est-ce pour renforcer l'attractivité du métier d'enseignant-chercheur que l'on stigmatise des pans entiers de la recherche ? Avant même la polémique sur l'islamo-gauchisme, la communauté universitaire s'était émue cet automne des attaques faites aux libertés académiques lors de l'examen puis du vote de la loi de programmation de la recherche. Les premiers à avoir demandé la démission de Frédérique Vidal ont été les membres de la commission permanente du Conseil national des universités, la CPCNU, une instance aux 2/3 élus et se prononçant sur le recrutement et la carrière des enseignants-chercheurs. Déjà, le 7 novembre 2020, ils estimaient que Frédérique Vidal devait quitter ses fonctions. C'est à peu près à cette période que nous, on recevait Samuel Hayat dans ce stream. Si vous voulez chercher le stream sur YouTube, tapez Usul Samuel Hayat. On parlait de ça, du projet de loi de préparation de la recherche et de financement. L'ultime affront, donc déjà le 7 novembre, ils estimaient que Frédérique Vidal devait quitter ses fonctions. Et lui, il est très actif, Samuel Hayat, dans ces trucs-là. La CPCNU, il déplorait le fait de ne jamais avoir été entendu lors de la préparation de la LPR. L'ultime affront, celui poussant cette instance à demander pour la première fois de son existence la démission d'un ministre, étant le vote au Sénat, tard dans la nuit, du 28 au 29 octobre 2020, avec le soutien du gouvernement de 2 amendements sulfureux. On en avait aussi parlé sur ce stream, et on en avait parlé avec Samuel Hayat, si vous voulez creuser ce sujet. Le premier sanctionne de 3 ans de prison l'occupation en réunion d'un bâtiment universitaire. Le second, donc les amendements passés la nuit en 2 spies au Sénat, le second amendement, lui, passe outre l'expertise du CNU pour la qualification des professeurs et marque le début de la même expérimentation pour les maîtres de conf, remettant totalement en cause l'organisme qui délivre la dite qualification, le CNU. Donc voilà, bon ça, moi j'avais mis un peu de temps à comprendre, mais pareil, Samuel Hayat nous l'expliquait un petit peu dans le stream, mais moi j'avais pas tout compris exactement ce que ça changeait, je connais pas à fond les institutions à l'université. Enfin, il me semble qu'en gros, pour être validé, il faut passer par une commission de pairs qui va dire si en effet tu peux être habilité à devenir maître de conf, prof et tout. Et si ça c'est squeezé, ça veut dire que les universités vont pouvoir nommer eux-mêmes les profs, en sachant que les directions d'université vont peut-être pouvoir faire à la demande des profs en orientant comme ils le veulent et dégager de quelques critères de validation des pairs que ce soit. En touchant à la question de l'autonomie de la production des savoirs vis-à-vis du pouvoir politique, quel qu'il soit, et aux libertés académiques, ainsi qu'au cadre national de recrutement des enseignants-chercheurs, ces amendements confirment le mépris dans lequel la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche est tenue depuis des mois en France. C'est alors alarmer l'organisation. Sylvie Bauer, présidente de la CPCNU, se souvient de sa stupeur en découvrant la position du gouvernement. À maintes reprises, le cabinet et la ministre nous avaient promis qu'ils ne toucheraient pas au CNU et au recrutement des enseignants-chercheurs. Ils ont menti. Une manière de faire si brutale qu'elle a choqué jusqu'à Cédric Villani, ancien représentant des universitaires chez LREM. Vous voyez, il y a tout, au-delà vraiment des textes précis, c'est une manière de faire au ministère de l'Enseignement supérieur qui n'écoute pas la communauté universitaire depuis le début, depuis longtemps en tout cas. Le député de l'Essonne, Cédric Villani, a même voté contre la loi de programmation et de la recherche. Dans une lettre publiée au lendemain du vote, il dénonce la réforme, le fond comme sur la forme. Au sujet de la criminalisation de l'occupation des facs, il écrit « En tant que député, je trouve inconcevable qu'une telle disposition soit prise sans débat à l'Assemblée. En tant qu'universitaire, je ne puis voter pour une telle limitation de nos précieuses libertés académiques. » On voyait que cette limitation... Cette criminalisation des occupations de fac s'inscrivait aussi dans les chahuts qu'il y avait eu, vous vous souvenez, quand Hollande était venu voir à la fac à Lille faire sa petite conférence, quand Sylviane Agacinski... Non, il n'y a même pas eu de chahut, je crois que ça avait été annulé ça. Merci TotoBen69 pour ton 9e mois d'abonnement. Le temps d'une gestation, me dit-il. Donc l'idée, c'est aussi de contrôler les mouvements de jeunesse, les criminaliser, les pénaliser, parce que, un petit peu comme sur l'islamo-gauchisme, comme l'UNEF, vous voyez, on est sur le même problème. La jeunesse bouge, la jeunesse réinvente aussi des formes de lutte et des langages, et c'est tout à fait flippant pour le pouvoir qui veut contrôler ça, criminaliser ça. Or, l'université a longtemps été le lieu de débat, un lieu où ce chahut fait partie du bruit démocratique normal, d'une démocratie qui fonctionne, qui s'écoute. Voilà. Depuis, la colère de la CPCNU n'est pas redescendue. La seule fois où j'ai vu Frédérique Vidal depuis 2017, c'était en mars 2020. Nous étions en pleine mobilisation contre la LPR. Elle nous a engueulés parce que des profs exerçaient leur droit de grève. Elle s'est plainte que personne ne la soutienne, se rappelle Sylvie Bauer. Un récit confirmé par Fabrice Planchon, vice-président de la CPCNU, un échange tendu, puis un appel à démission plus tard. Les liens entre le ministère et l'instance ont définitivement été rompus.
Donc elle est allée les rencontrer, mais pour leur dire, vous pourriez me soutenir quand même, c'est quoi ces grèves, là vous faites chier. Merci à Grenac, merci pour la revue de presse, je suis arrivé à la bourre, mais tous les sujets ont l'air bien, bah j'espère. Alors, la CPCNU n'est pas la seule instance à avoir gardé un amer souvenir des discussions autour de la LPR. Patrick Lemaire, biologiste et président du Collège de Sociétés Savantes Académiques de France, se souvient d'une curieuse garden party organisée à l'été 2020 dans les jardins du ministère en guise de concertation. C'était un drôle de mélange. Frédérique Vidal était là, debout, usant de l'argument d'autorité pour nous convaincre du bien fondé de sa loi. Quand on la contredisait, elle pouvait devenir plus constructive, mais ne remettait jamais en question son projet. Elle ne voulait rien changer à son texte, mais mieux l'expliquer. Et pour ça, quoi de mieux en effet qu'une petite garden party. Une garden party, vous doutez bien, c'est un contexte dans lequel il y a des petites flûtes de champagne, et dans lequel il fait pas bon hausser le ton. On est là pour discuter, quoi, juste. Et bon, elle voulait rien changer à son truc, elle n'écoutait pas. Elle voulait mieux faire de la pédagogie, voilà, comme d'habitude. Un autre invité se souvient auprès de Mediapart d'un one-woman show d'1h30, du buffet, du beau jardin, et de l'impression de s'être rendu à une réunion pour rien. Nous, on aurait préféré être assis à une table, pouvoir échanger calmement, échanger des dossiers. Ça, c'est pas fait, mais ça voulait peut-être dire que, pour elle, il n'y avait eu déjà plus grand-chose à discuter. Donc voilà, ça c'est tout comment elle s'est coupée, ça c'est la première partie aussi de l'article, sur comment elle s'est coupée du monde académique, mais ensuite on va parler des autres, et c'est peut-être la partie la plus obscure, parce qu'on ne connaît pas nécessairement tout, la CPCNU, on connaît pas nécessairement tous les ressorts du monde académique. Pour dénoncer les attaques faites aux libertés académiques et le manque de dialogue social avec le ministère, les syndicats ne s'adressent d'ailleurs plus à Frédérique Vidal, mais passent directement par le Premier ministre. Même chose pour les décisions pour lutter contre la précarité étudiante qui sont annoncées depuis l'Élysée. Donc ça y est, Frédérique Vidal est inaudible auprès de la communauté universitaire. Toutes les organisations de l'arc syndical ont écrit à au moins 3 reprises à Matignon sur l'unique mois de novembre 2020. Le 5 novembre contre la fermeture des établissements, le 9 novembre contre un amendement sénatorial durant l'examen de la loi de programmation et de la recherche, la loi pluriannuelle de recherche, je sais pas quoi là, puis retombé par la commission, retoqué par la... L'amendement donc sénatorial qui a été retoqué donc par la commission paritaire mixte visant à inscrire dans la loi que les libertés académiques s'exercent dans le cadre du respect des valeurs de la République, on en avait parlé ici, ça veut dire potentiellement plus d'études décoloniales, plus de machin. Le 16 novembre, la CGT, la FSU, FO, la CFDT, le SNPTES, je sais pas ce que c'est, Sud et l'UNSA reprenaient la plume pour demander un rendez-vous urgent à Jean Castex après le vote au Sénat de 2 amendements. Des amendements validés par Frédérique Vidal, sans consultation préalable sur l'occupation des facs et la qualification des professeurs. Donc voilà, la criminalisation de l'occupation des facs et le fait que les professeurs n'aient plus à être validés par cette commission de leur père. Alors, la démission fracassante, on n'en a pas beaucoup entendu parler, mais un directeur d'administration a fait apparemment une démission fracassante, on va en savoir plus. Merci Néotiste. Plus particulièrement, Anne Roger, co-secrétaire générale du SNES-UP-FSU, décrit des relations avec la ministre totalement dégradées. Qu'est-ce qu'elle dit, Anne Roger? Elle dit « C'est simple, on n'a pas de discussion avec elle. Notre dernier rendez-vous avec le cabinet remonte à 4 mois. Il n'y avait ni la ministre, ni le directeur adjoint de son cabinet. C'était juste pour nous calmer. » Souffle la représentante syndicale. Selon elle, les rendez-vous sont des grands-messes qui ne sont pas exactement le lieu du débat, et à plusieurs reprises, lors de ces réunions en multilatéral ou au CNESER, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, elle vient, fait son topo, écoute un peu, puis part et laisse son cabinet gérer la fin de la réunion. En fait, l'important pour elle, c'est de dire, pas d'écouter. Cette absence d'écoute est aussi ressentie par le syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique, qui vient d'ailleurs de remporter une bataille judiciaire contre le ministère. Le tribunal administratif de Paris a ordonné le 8 mars en référé à Frédérique Vidal de convier le syndicat aux réunions de suivi du protocole d'accord relatif à l'amélioration des rémunérations et des carrières des agents du ministère jusqu'en 2027. C'est un peu compliqué, hein, mais on va essayer de fluidifier un petit peu après. Il y a trop d'acronymes, putain, vous faites chier le monde de la recherche avec tous vos acronymes. Début 2021, la ministre avait unilatéralement décidé d'écarter des réunions de suivi la fédération qui s'était opposée publiquement. On va avancer un petit peu parce que là... Mais bon, une décision qui porte atteinte grave, en gros elle a écarté une section syndicale, machin, des réunions...
Or, cette décision a été jugée, donc du coup irrecevable, retoquée, parce qu'elle portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, a estimé le juge des référés. Devant le tribunal administratif, le représentant du ministère a soutenu que la FRC-CGT n'avait pas été lésée puisqu'aucune réunion n'avait jusqu'ici été organisée ni même programmée. Bon, bref, ce qui est faux. Une première réunion du comité de suivi avait même été organisée le 5 février selon nos informations. Interrogé sur ce mensonge, le cabinet de la ministre nous a fait savoir qu'il ne souhaitait pas nous répondre. Même impression de désinvolture au CHSCT du ministère, donc le comité hygiène et sécurité, anciennement comment ça s'appelait avant ? Je sais plus. Alors qu'elle préside cette instance, Frédérique Vidal ne s'est jamais rendue à aucune de ces réunions. S'il est habituel que les ministres se fassent excuser, vu la crise sanitaire, il aurait été logique qu'elle montre un peu d'intérêt, grince un membre du CHSCT. Putain, j'en peux plus des acronymes, mais moi aussi ça me fatigue. D'autant plus que le je vais accélérer un petit peu. Mais en gros, elle va pas aux réunions des CHSCT. Aux États-Unis se sont organisés dès le mois de mai 2020 pour l'année universitaire 2020-2021 avec des cours en ligne, des programmes allégés. Nous aussi on aurait pu le faire, mais Frédérique Vidal ne nous a pas écoutés. Ça s'était beaucoup dit à la rentrée. Ils n'avaient pas préparé du tout la rentrée universitaire d'un point de vue sanitaire, ça c'est évident. Ce mathématicien a bien connu Frédérique Vidal. Alors c'est qui le mathématicien ? On sait plus de qui on parle. Ah, Bruno Valette, pardon. Ce mathématicien a bien connu Frédérique Vidal à l'université de Nice, où la ministre a passé l'intégralité de sa carrière, étudiante puis maître de conf en 1994, professeure des universités en 2002, elle n'a officiellement jamais encadré de thèse, directrice de l'UFR Sciences en 2009, et enfin présidente de l'université à partir de 2012 jusqu'à son entrée au gouvernement en 2017. Donc Bruno Valette la connaît bien. Élu d'opposition au conseil d'administration, Bruno Valette retient des mandats de Frédérique Vidal. Donc lui, il la connaît depuis des années. Il l'a pratiqué à l'époque où il était lui-même élu au sein du conseil d'administration en opposition à Frédérique Vidal. Donc, arrivée à la présidence d'une université désorganisée et exsangue financièrement, elle a pratiqué une gestion en bonne mère de famille, comme elle le disait elle-même, mais de manière autocratique, toute seule, au nom de l'efficacité. Elle sait mieux que les autres. Je trouve au ministère sa façon de fonctionner à l'université de Nice. Je retrouve au ministère sa façon de fonctionner. Bon bref, c'est voilà, autoritaire, elle sait mieux que les autres, elle écoute personne. Son passage à la présidence de l'université de Nice n'a pas laissé un mauvais souvenir qu'à ses opposants. Ah bon, Frédéric Tortera, l'un des maîtres de conf rattachés à une équipe de recherche supprimée brutalement en 2017 sous la présidence de Frédérique Vidal, dit « Je n'avais aucun a priori négatif, je savais qu'elle avait publié dans des revues prestigieuses et elle a d'ailleurs été accueillie de façon tout à fait conviviale. » Mais lui, voilà, on a dissous son équipe de recherche, on s'y attendait pas, j'ai dû partir à l'université de Montpellier, complète-t-il. On était 15 à 16 enseignants-chercheurs et 2 fois plus de doctorants. On a tous dû changer d'unité et pour certains changer d'université. Elle nous a même pas prévenus, c'était assez irrespectueux. D'accord, donc des manières de fonctionner relativement brutales, on va dire. Pour l'ancienne directrice de cette unité de recherche, ce fut un traumatisme. Nicole Biaggioli, aujourd'hui professeure émérite à l'université de Nice, se rappelle de la manière avec laquelle son travail de plusieurs années a été anéanti. Madame Vidal a fait voter par le conseil d'administration, sauf les élus FSU, la suppression de mon laboratoire en refusant de le faire évaluer scientifiquement, alors que tout était prêt pour la visite du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Je n'en ai jamais été avisé par Madame Vidal, c'est sa collègue en charge de la visite pour le HCERES qui m'a appris la suppression du laboratoire. Au niveau réglementaire, elle a le droit de le faire, mais la moindre des choses aurait été de nous prévenir. Un récit confirmé par Chantal, voilà, bon, bref, en gros la meuf a toujours un peu plus ou moins fonctionné comme ça. Rue Descartes, où l'ambiance s'est alourdie au fur et à mesure de l'aggravation de la crise sanitaire. Donc rue Descartes, c'est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'explosion a finalement eu lieu le 25 novembre 2020. Bernard Larouturou, alors directeur général de la recherche et de l'innovation, l'une des deux directions de l'administration centrale, démissionne avec fracas. Donc c'est quand même un très haut responsable à l'intérieur du ministère. Lui, il démissionne, il en peut plus de Vidal. Il s'en explique à ses anciens collègues dans un courrier sans mâcher ses mots. Et il dit... Cette démission a été pour moi une décision difficile et même douloureuse. Je m'y suis résolu parce que l'isolement entretenu par la direction du cabinet, par la ministre avec laquelle les directeurs généraux n'ont aucun échange depuis plus de 6 mois, et les difficultés aiguës qui persistent depuis 1 an et demi en matière de relations de travail entre les cabinets et les services ont installé un véritable empêchement, voire une impossibilité
pour les conduites des actions que la DGRI doit porter. Donc en gros, elle répondait même pas au directeur des grands cabinets de son propre ministère, dénonce-t-il dans une lettre de 3 pages, dont les premiers extraits avaient été dévoilés par Libération et que Mediapart publie ici en intégralité. Évidemment, Mediapart, abonnez-vous, des révélations à toutes les pages. Dans son dossier, dans son courrier, qui est remonté jusqu'à l'Élysée, Bernard Larouturou déplore notamment l'isolement de la ministre avec ses équipes. Il y raconte par exemple comment elle a traité avec mépris et humilié des personnes de la DGRI, ou lorsqu'elle a exigé arbitrairement la mise à pied de tels cadres de nos équipes. Interrogé sur le contenu de cette missive accablante, Frédérique Vidal n'a pas répondu non plus. Bah oui, il n'y a pas de... si elle répond même pas à ses propres équipes, elle va pas aller répondre à la presse, hein. Le rythme des cabinets a toujours été caractérisé par l'urgence, mais ce qu'il y a de nouveau depuis l'arrivée de Frédérique Vidal, c'est qu'il est de plus en plus fréquent que le cabinet court-circuite les directions et aille directement voir les agents. Ça peut créer de grandes tensions, relève Sylvie Aïbicher, responsable CGT Éducation pour l'administration centrale qui compte plus de 3300 agents. Bon, en gros, est-ce qu'on peut arriver au truc des étudiants ? Mais là, c'est vrai que c'est relativement accablant, hein. Ça a l'air d'un bordel. Frédérique Vidal répond souvent avec beaucoup de désinvolture, regrette le député d'opposition Régis Joannico, membre de la commission des affaires culturelles. Elle nous répond souvent avec suffisance en se référant à son passé de présidente d'université. Cela lui permet de disqualifier les élus qui ne seraient pas d'accord avec elle, ajoute-t-il. Le parlementaire relève aussi que la ministre n'a jamais répondu aux conclusions de son rapport parlementaire co-dirigé avec Nathalie Sarl sur Parcoursup. En audition, on a le sentiment qu'elle ne se sent pas concernée, abonde la députée communiste Marie-Georges Buffet, membre de la même commission. Puis en plus, elle lit même pas les rapports de la commission. Frédérique Vidal répétait des éléments de langage sans répondre réellement. Est-ce qu'elle pensait que cette audition n'avait pas d'importance ? Est-ce que la problématique des étudiants ne l'intéresse pas ? S'interroge la députée. Vous voyez ce pouvoir technocratique ? Vous voyez comment ça rend aveugle et sourd au bout d'un moment à ce qui se passe ? Ce manque de respect même pour le travail parlementaire. Ils ont leur programme, elle est bien choisie finalement par Macron. Hein. Macron, est un peu comme Vidal, c'est-à-dire il écoute pas, il est persuadé de savoir tout mieux que tout le monde. Si les gens sont pas d'accord avec lui, il fait un peu de pédagogie et il se casse. Et on crève de ça, quoi, dans notre démocratie imparfaite. Alors, les choses se sont tendues ces dernières semaines, on va en arriver à la polémique sur l'islamo-gauchisme. Les choses se sont tendues ces dernières semaines avec ces histoires d'islamo-gauchisme, reconnaît le député de la majorité en expliquant avoir lui-même été étonné par l'ouverture de cette séquence. Je sais pas ce qui s'est passé, ça m'a surpris de sa part et je lui ai dit, je suis plutôt en désaccord. Ça serait pas la première fois que je trouve que des ministres ont des expressions maladroites. Plutôt qu'une... Alors c'est qui dit ça ? C'est Bruno Studer, le député LREM, président de la commission des affaires culturelles. Plutôt qu'une expression maladroite, la séquence sur l'islamo-gauchisme a été réfléchie sur un coin de table par une poignée de membres de l'entourage de la ministre, ainsi que nous l'ont indiqué plusieurs témoins. Voilà pour le côté enquête. Cette orientation correspond aussi à la recomposition d'un cabinet qui a connu un turnover impressionnant ces dernières semaines. Ah ouais, cette stratégie ne correspond pas à à ce que Frédéric pense, veut croire un de ses proches. Alors pourquoi ? Plusieurs interlocuteurs datent une vraie rupture à partir du remplacement du directeur du cabinet de la ministre, le 4 mai 2020, par un ancien du cabinet de Manuel Valls, à Matignon. Tiens. La nouvelle conseillère presse de Frédérique Vidal est également la fondatrice des Jeunes avec Valls, micro-mouvement créé en décembre 2016 pour accompagner la candidature de l'ancien Premier ministre à la primaire du PS. Bah voyez des révélations là, on comprend mieux. Beaucoup s'interrogent aussi sur la place croissante occupée par le conseiller spécial de la ministre, un certain Greg Monetti, qui cumule aussi avec les fonctions de chef de cabinet, donc une place quand même importante. Le trentenaire, qui connaît bien Frédérique Vidal depuis ses années étudiantes à l'université de Nice, où il a présidé l'antenne locale du syndicat étudiant de la FAGE, a gravi un à un les échelons de son cabinet. Donc elle devait l'avoir à la bonne. En juin, il a aussi été élu adjoint au maire de Nice de Christian Estrosi, avec une délégation à la jeunesse, ce qui n'est pas sans créer une certaine confusion. On peine parfois à discerner au nom de qui il intervient dans certains dossiers universitaires, est-ce au nom du ministère ou de la mairie de Nice ? Un cumulard, hein, cumulard. Selon un fin connaisseur de la rue Descartes,
Frédérique Vidal a écarté les autres et n'écoute plus que lui. C'est qui ce mec? Greg Monetti. Regardez-moi ce BG. BG absolu. Il s'engage pour vous. Greg Monetti. On va écouter ce qu'il dit. Hein. Merci Sandwich of ton maillot. Merci pour ton taf, c'est hyper précieux quand on est archi confiné. Bah ouais, on fait ce qu'on peut. Et écoutons Greg Monetti, le colistier de Christian Estrosi. Aujourd'hui, celui que Frédérique Vidal écoute le plus. Sympa, c'est stream méridien. Os le matin, Usul le midi. Ouais, vous allez en avoir marre. Hein. Vous allez en avoir... Et encore, non, là je trouve que vous êtes quand même relativement nombreux. Il m'angoisse, lui. Greg, mais je sais pas comment on dit, moi, je sais pas. On va l'écouter parler. Diplômé d'un master 2 en droit des responsabilités à l'Université Côte d'Azur, chef de cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal. Devinez sa filière, il vient du droit, évidemment. Et j'ai 26 ans. 26 ans. Christian Estrosi est un homme politique d'action, avec le sens du concret, du pragmatisme. Et c'était extrêmement important pour moi, vis-à-vis de mon expérience, de m'engager dans la proximité avec quelqu'un qui tient les paroles données, qui réalise des projets, qui est à l'écoute des gens. Et pour ça, j'ai le sentiment que c'est la bonne équipe à la bonne place. Ce que je voudrais apporter aux Niçois, c'est d'abord mon expérience. Mon expérience au niveau de l'État, mon expérience associative. J'ai pu exercer en tant que président des associations et corporations étudiantes dans les Alpes-Maritimes. Mon expérience en tant qu'ancien élu étudiant. Ma sensibilité aussi, ma sensibilité politique, mon sens des gens. Et j'ai très envie, dans le cadre de cette aventure, d'être au plus proche de chacune et de chacun, parce que c'est certain, l'essentiel c'est vous. L'essentiel c'est vous, et bah c'est bien vide ce qu'il nous raconte. Ok, bah je le connaissais pas. Préparez-vous, hein, ici vous avez Côte d'Azur. Ici vous avez parfois des révélations, hein. Je pense que ce mec-là, vu comment il a les dents longues, on va se le taper, dans 10 ans il est ministre à ce rythme-là, hein. 26 ans. Vous vous rendez compte? Alors, on me demandait de quand date la vidéo, du 9 mars 2020. C'était pour les municipales. Donc, bon, maintenant, il a peut-être 27 ans, on s'en bat les couilles. Il cligne pas les yeux. Il a ma totale confiance. Bah, c'est lui que Frédérique Vidal écoute le plus. Il a remplacé un petit peu tout le monde. Et c'est lui qui, apparemment, aurait eu l'idée de cette superbe polémique sur l'islamo-gauchisme. Merci à Comfox et Arthur Besna, qui dit bonjour de Los Angeles. Merci mille fois pour ce stream. Napoléon et les Juifs, c'était en intro ou on oublie? C'était en intro, tu peux remater le replay, on passe 25 minutes dessus je pense. Mais voilà, révélation. Donc, la place croissante occupée par le conseiller spécial, un certain Greg Monetti, qui cumule aussi avec les fonctions de chef de cabinet. C'est bien, il doit cumuler les payes aussi, c'est bien ça. Ce qui n'est pas sans créer une certaine confusion. Donc selon un fin connaisseur de la rue des cartes, Frédérique Vidal a écarté tous les autres et n'écoute plus que lui. Ça n'a pas empêché l'actuel président de la FAGE, Paul Maillot, de prendre quelques distances avec le ministère. Donc c'est un ancien de la FAGE. Hein. Quand je vous ai dit la FAGE, ils sont centristes, on peut dire que c'est un syndicat de droite, mais qui va pas jusqu'à l'UNI, quoi. L'UNI, c'est vraiment un syndicat de fachos. Et la FAGE, c'est ceux qui sont un peu de droite. Son syndicat a même appelé à la mobilisation intersyndicale, alors ça c'est nouveau, du 26 janvier 2021. La FAGE a appelé à la mobilisation intersyndicale contre Frédérique Vidal. Ce n'est pas leur stratégie politique. Si même eux y vont, c'est un signe qu'il y a une absence totale d'écoute de la part du gouvernement, glisse un responsable syndical étudiante sous couvert d'anonymat. Paul Maillot confirme, donc Paul Maillot, patron de la FAGE, confirme effectivement. Ce qui s'est passé le 26 janvier, ce ne sont pas des choses qui arrivent souvent. Il y a urgence, et même si parfois le cabinet examine certaines de nos propositions, on n'a pas été entendu au bon moment sur la crise des étudiants, c'était trop tard et trop faible, même si on ne nie pas que quelques mesures ont été prises dans le bon sens. Merci monsieur de la Fox. Est-ce qu'on peut dire qu'il se roule dans la FAGE? Très bien, Badoumtsin. En dehors des jeunes avec Macron, logiquement, du côté du gouvernement, les autres organisations de jeunesse sont nettement plus critiques. Frédérique Vidal est méprisante et infantilisante avec les étudiants, notamment dans son expression publique, dénonce Mélanie Luce, la présidente de l'UNEF, que vous connaissez bien maintenant. Lors d'un énième retour symbolique à l'université, le lundi 11 janvier 2021 à Cergy Université, la ministre glisse, selon Le Monde,
Donc c'est des propos rapportés par Le Monde. À Cergy Université, elle dit « Le problème, c'est le brassage. Ce n'est pas le cours dans l'amphithéâtre, mais l'étudiant qui prend un café à la pause, un bonbon qui traîne sur la table ou un sandwich avec les copains à la cafétéria. » Donc s'il y a des contaminations, c'est de la faute des étudiants, c'est les bonbons et les sandwichs, c'est la cafétéria. On ne demande pas juste sa démission, on veut un vrai changement politique, affirme Mélanie Luce, dont l'organisation s'est opposée farouchement aux 3 grandes réformes de Frédérique Vidal. Parcoursup qui instaure la sélection d'entrée à l'université, Bienvenue en France qui multiplie les frais d'inscription pour les étudiants étrangers, et la LPR qui réforme en grande partie l'université et la recherche française. Il faut interdire les bonbons, ben oui c'est ça. La crise du Covid et sa gestion chaotique par le ministère de l'Enseignement supérieur, puis la polémique autour de l'islamo-gauchisme ont été les attaques de trop. Nous, notre priorité c'est comment aider les étudiants à sortir de cette crise. On demande 1,5 milliard d'euros mais ça n'avance jamais. La solution pour sortir un peu la tête de l'eau, c'est d'augmenter les APL et les bourses du Crous, on le répète sans cesse, mais on a l'impression de ne pas être entendu. On l'a dit dans... ouvrez les guillemets, souffle la présidente de l'UNEF. En ce qui concerne les bourses, la refonte du système du Crous promise par l'exécutif ne vient pas, promise depuis 2 ans. Et pour les APL, une réforme a bien eu lieu, mais elle désavantage les jeunes travailleurs et les étudiants en apprentissage. Des milliers d'étudiants font la file pour avoir à manger. On attendait des aides qui soient à la hauteur de la crise, de la précarité et de la détresse psychologique qu'on voit tous les jours. À la place, on a eu une nouvelle polémique sur l'islamo-gauchisme. C'était tout sauf ce qu'on attendait, souffle Ulysse Gutmann-Faure qui préside l'association COP1, fondée en octobre 2020 par 6 étudiants parisiens pour distribuer de la nourriture aux étudiants précaires. L'étudiant, dont l'association rassemble désormais 300 bénévoles, note qu'il a fallu des mobilisations dans la rue et des suicides pour que la ministre nous entende. Et encore, reprend-il, il y a eu de petites avancées mais c'était trop tard et pas suffisant. Les files d'attente le soir à la banque alimentaire ne désemplissent effectivement pas. Bon bah Vidal c'est pire que tout, moi j'ai appris pas mal de trucs. Vidal c'est pire que tout. Donc la meuf n'écoute pas, elle est dans son cabinet, elle a pris un mec de droite, elle écoute que lui, et ses conseillers lui ont conseillé de partir sur l'islamo-gauchisme. Elle s'est fâchée avec tout le corps universitaire. C'est quand même relativement hallucinant. Mais ça correspond assez à la pratique du pouvoir sous Macron. C'est-à-dire, on décide en haut, on sait mieux que vous, on vous écoute pas, on vous concerte même pas, on prend même pas la peine de faire semblant de faire un peu de concertation, et on impose les trucs par en haut. Bon, bah voilà, Vidal explosion. Hein. Vidal explosion. Ouais, elle rentre bien dans le moule, on comprend pourquoi elle a été choisie. Et voilà, et vous retiendrez ce nom, Greg Monetti, qui va monter, hein, monsieur aller dans Longue. J'aime bien comment il parle. Chef de cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, et j'ai 26 ans. Bon, on va parler des startups maintenant. Vous avez voté aussi pour cet article, on a le temps de parler des startups. Pour l'avocate Élise Fabin, on va dire Fabin, allez. Les atteintes aux droits du travail sont favorisées par l'hypercroissance et la frontière floue entre vie personnelle et professionnelle qu'entretiennent ces jeunes entreprises. Il n'y a pas suffisamment de contre-pouvoir pour les salariés des startups. Voilà, cette interview parue dans Libération, parue quand? Parue aujourd'hui? On s'en fout, vous me direz. Le 22 mars, donc parue hier. On va parler un peu droit du travail, on va parler un peu start-up, parce que, bah, mine de rien, dans les start-up, il n'y a pas que des business angels et des lanceurs de, comment on dit, des entrepreneurs, machin. Bah, c'est aussi des gens qui vont travailler là-dedans et qui vont être exploités. Moi, on m'a fait découvrir récemment le compte Balance ta Startup qui racontait les pratiques dans beaucoup de startups, les pratiques qui s'affranchissent assez largement du droit du travail et qui confinent parfois, voilà, qui ont le même goût et la même odeur que le harcèlement caractérisé, harcèlement sexuel, machin. Chefing, vous vous rappelez du mec de Chefing? Pareil, hein, c'est allez bosser à Chefing, vous allez voir ce que c'est que le harcèlement au travail, vous allez voir ce que c'est que le non-respect du droit du travail. Mais en même temps, s'il n'y a pas de syndicat, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, Lucie Ronfaux propose du coup un entretien avec cette avocate qui, à mon avis, est spécialisée en droit du travail. Parce que le baby-foot c'est cool, mais le droit du travail c'est encore mieux. En une phrase, la couleur est annoncée, lancé en décembre le compte Instagram Balance ta Startup, bah, je vous en parlais à l'instant, voilà, le compte Instagram Balance ta Startup, je vous mets le lien dans le chat, hop, Chefing ça flex dur, hein. Ah ouais ça flex dur chez Chefing, et c'est pas la seule boîte, hein, il y en a d'autres, Théobald de Bensman bien entendu.
Alors, je sais pas ce qu'ils font. Regardez le... C'est quoi ça? C'est une vidéo? Qu'est-ce que c'est? 30 minutes! Ah, ils font des lives! Spécial droit des femmes et du travail, d'accord? Donc, oh, c'est génial. En fait, ils font du travail que les syndicats devraient faire. Mais dans les startups, tout le monde n'est pas syndiqué. Par contre, tout le monde a Instagram. Donc, ils font un petit peu de formation au droit du travail, etc. C'est génial. Donc, voilà. Abonnez-vous à Balance ta Startup si vous bossez en startup. Et là, vous voyez, ils ont trié aussi par boîte. Doctolib, machin, parce qu'il y a des atteintes au droit du travail spécifiques selon les boîtes. Les règles sanitaires en start-up, méthode et vérification, débat et après. Là, ils font vivre un compte assez intéressant. Du coup, elle, j'ai l'impression que c'est surtout ces deux meufs-là, donc chapeau à elle. Oui, le rythme est intense, on compte pas nos heures, mais on le fait par passion. Voilà, comment déconstruire, par exemple, c'est les éléments de langage-là. Entendu chez et il balance surtout. Entendu chez Sheffing, tiens, on parlait de Sheffing. Entendu chez Sheffing. Si t'es de gauche, trotskiste, marxiste, et que tu te plains parce que tu fais plus de 35 heures, c'est pas la peine de venir. Ça, c'est du Théobald de Bensman, hein, ça, je crois que c'était en entretien recrutement. Entendu chez Prévision.io. Tu feras rien de ta vie, t'es bonne à rien, le travail c'est pas fait pour toi, trouve-toi un homme riche, ça ira plus vite. Ouais, sexisme évidemment, sexisme, racisme, etc. Si la reproduction bourgeoise dans ce pays est telle que, à votre avis, c'est qui les patrons de start-up? Bah, c'est les fils de patrons qui eux-mêmes étaient les fils de patrons de manufacture. Donc, fatalement, c'est des petits blancs bourgeois qui ont utilisé le capital de papa, etc. Et qui sont pas moins racistes que papa, pas moins sexistes que papa, qui votent à droite, si ce n'est bien à droite, si ce n'est à l'extrême droite. Bon voilà, c'est la bourgeoisie française avec des particules, Théobald de Bensman, c'est des gens comme ça. Donc évidemment, bah derrière, ça se ressent dans les pratiques avec les salariés. Donc, ce compte Instagram Balance ta Startup n'est pas là pour célébrer le cool de ces entreprises, mais plutôt pour en gratter le vernis et dévoiler leurs travers. Car derrière la Startup Nation, qui fait la fierté du gouvernement, se cachent souvent des salariés en détresse. Harcèlement au travail, emprise psychologique, horaires absurdes, licenciements abusifs sont le lot de ces témoignages anonymes, et même si leurs problématiques sont différentes, les startups partagent plusieurs caractéristiques avec les géants de la tech qu'elles admirent, la volonté de porter un projet, de changer le monde, un management biberonné au numérique et une hyper-croissance effrénée. Élise Fabing est avocate évidemment en droit du travail, cofondatrice du cabinet Alchemist Avocat et intervenante régulière sur Balance ta Startup. Elle détaille les difficultés rencontrées par les salariés. Ah bah ça devait être dans les deux meufs qu'on a vues juste avant. Elle détaille les difficultés rencontrées par les salariés de ces jeunes entreprises innovantes et leur manque de recours. On peut regarder peut-être un extrait. Là par exemple c'était sur quoi? Elles font sur quoi là? Qu'est-ce qu'elles disent? On peut savoir c'est qui Élise Fabing des deux? C'est une des deux? BTS, on est un petit peu en avance, on va laisser le temps à tout le monde de se connecter. Son titre sur Légifrance et vous allez vous taper ensuite. C'est génial ce qu'elles font. Hein. Donc je sais, si vraiment elles font de l'aide, droit du travail, machin, tout ça. Fabing. Faut un compte pour voir les publis. Et ben faites-vous un compte Instagram. Si vous bossez dans une startup, je pense que ça vaut le coup de suivre ce truc-là. Ne serait-ce que, vous savez, voilà, c'est le rôle des syndicats normalement, vous tenir au courant de vos droits. Vous signaler quand non mais ça il a pas le droit. Voilà, c'est ça. Quand tu te plains un peu du patron à la pause, si t'as un collègue syndicaliste, son but c'est de te dire non mais ça il a pas le droit de te faire ça, il a pas le droit, et donc du coup de t'aider à faire valoir tes droits qui sont déjà là. Le respect des droits, si ce n'est à en demander de nouveau de temps en temps. Merci à toi, excellent le stream d'hier, surtout l'article d'Escalona. Bah c'était surtout 2 articles de Fabien Escalona hier. Hein. C'était vraiment sympa. Donc voilà, Balance ta Startup, je vous remets le lien. Alors oui, peut-être qu'il faut s'identifier. Identifiez-vous. Et désolé si vous n'avez pas de compte Instagram et que vous pouvez pas accéder au truc. C'est pas moi qui fais les règles. Merci pour toutes tes revues de presse. Merci Silent But Deadly Fart 56. Alors, selon vous, demande la journaliste Lucie Ronfaux, selon vous, y a-t-il des spécificités propres aux startups concernant les atteintes au droit du travail? Et elle répond, les violences au travail sont multisectorielles et concernent tout le monde. En revanche, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de cas de harcèlement en start-up sont liés à la frontière ténue entre vie professionnelle et vie personnelle. La différence d'âge est souvent faible entre le PDG et les personnes employées. Ça crée un rapport amical, mais bancal. Le lien entre un entrepreneur et ses salariés est avant tout celui de la dépendance économique. Le but d'un PDG est de créer sa valeur,
Alors qu'un salarié fait tout simplement son boulot. Parce que voilà, chefing par exemple, il est là, donnez-vous à fond, moi je compte pas mes heures. Bah oui, mais un employé, il a le droit de compter ses heures. Voilà. De l'autre côté, quand on est entrepreneur, on ne connaît pas toujours le droit du travail, évidemment. Il y a peu de sensibilisation, zéro anticipation, donc se renseigner sur ces sujets, c'est le truc qu'on fait en dernier. Or, une start-up connaît souvent une hyper-croissance, et l'hyper-croissance en ressources humaines, c'est très difficile à gérer. Ouais, tu passes d'un petit truc familial où t'as embauché très peu de monde pour pas cher, les gens que tu connais, à une boîte un peu plus grosse où là les salariés vont commencer à demander des droits et tu peux plus tout régler par l'interpersonnel et l'emprise. Bah ouais, si tu t'y connais pas en droit du travail, ça va être conflictuel. Quand on regarde les témoignages de Balance ta Startup, demande Lucie Ronfaux, on a presque l'impression d'un sentiment de trahison de certains ex-salariés. Cet attachement à l'entreprise est-il propre à ce milieu ? L'avocate répond « Je ne dirais pas ça. Les salariés qui viennent dans mon bureau, et ils n'ont pas tous et toutes travaillé en start-up loin de là, souffrent d'un certain affect. Le travail, c'est l'endroit où on passe le plus de temps par jour. On y tisse des liens forts. Ce qui est vrai, c'est qu'en start-up, ces sentiments sont souvent ressentis de manière plus intense. C'est un milieu un peu paillette. Il y a une forte notion d'engagement pour le projet qui paraît exaltant et dans lequel l'employé se perd. On oublie qu'on n'est pas le fondateur de son entreprise. » Merci Docteur Messix, merci le gauchisme, ma pause repas, ça fait du... Tu gauchises ma pause repas, bah, j'espère pour toi déjà que t'es pas en start-up. Est-ce que les salariés de start-up peuvent être accompagnés par des syndicats ? Ah, donc il arrive qu'ils soient accompagnés par un conseiller du salarié avant un licenciement. Le problème, c'est que les startups ne sont pas une branche d'activité en particulier. Elles peuvent se spécialiser dans le logiciel, la vente de maquillage, la santé connectée, la livraison de nourriture, ça c'est chefing. Ce sont des conventions collectives différentes, des accords de branche différents. Une start-up qui fait des boissons aura la même convention collective que Pepsi, par exemple, alors que ce n'ont pas du tout les mêmes problématiques. Comment expliquez-vous le succès des comptes Instagram comme Balance ta Startup ou Balance ton Agency, dédié au milieu de la publicité ? Ah, il y en a un spécial sur le milieu de la pub. D'accord. Ah bah dis donc, ça a l'air lié. Ça a l'air lié parce qu'on y retrouve les mêmes... on y retrouve, ouais, ça a dû être fait par les mêmes personnes, les mêmes meufs. Pour moi, c'est un cri d'alerte, nous dit l'avocate. C'est un cri d'alerte de la part des salariés les plus faibles. On est en pleine crise économique. On a une justice sociale qui dysfonctionne. Les délais de jugement sont longs. Les condamnations beaucoup trop faibles. Parce que même si tu sais que tu peux éventuellement gagner au prud'homme, la situation de précarité immédiate dans laquelle peut te mettre un licenciement, même s'il est injustifié, peut te faire peur, de fait. Et donc, du coup, voilà, les jugements sont longs. T'as peut-être pas envie de passer par la phase précarité, même si tu sais que tu vas avoir raison dans 2 ans. Il n'y a pas suffisamment de contre-pouvoir pour les salariés. Le principe de noter son entreprise existait avant, il y avait le site Glassdoor par exemple. Mais ce qui change avec ces comptes, c'est la viralité. Ils sont un moyen pour les victimes de se sentir moins seules et de se révolter. Évidemment, l'anonymat, ce n'est pas parfait. En tant qu'avocate, je suis très attaché à la notion de présomption d'innocence. Néanmoins, il faut écouter la détresse qui s'exprime derrière ces comptes. Il y a beaucoup de déni dans notre société sur les violences au travail. C'est encore vu comme un échec. Mon espoir, c'est que cela soit un sujet de campagne pour 2022. Voilà. 2 ans, t'es gentil. Essaye genre 5-10. Ouais. J'ai bossé en agence digitale, conception de site web et app mobile. C'est très similaire aussi. Bah j'imagine, ouais. Personne ne veut oser perdre le peu d'argent et de confort qu'il a acquis. C'est chiant aussi. Moi, je suis prêt. Ah, Glassdoor, j'avais laissé un commentaire très salé sur mon ancienne boîte. Il m'avait demandé de supprimer. Bah, que dalle. Bah oui. Et c'est un peu supprime d'ailleurs, sinon si tu cherches un emploi dans le même milieu que nous, on peut te faire une mauvaise réputation à tous les salons des startups et de je sais pas quoi. On peut leur dire, l'employez pas, lui c'est un casse-couille, il va vous emmerder. Merci Win qui dit bisous, continue. Bah, on va continuer avec le dernier article parce qu'il va être bientôt 14h. Dernier article de un billet politique. Sous le vernis, Marine Le Pen n'a rien de gaulliste. Suppute fils de prime. Pas mal. Chez Accenture et McKinsey, c'est pareil, mais en plus gros, plus pernicieux, plus institutionnalisé. J'aimerais me syndiquer, mais je bosse dans un petit milieu, j'ai peur d'être blacklisté. En tout cas, même si vous n'êtes pas syndiqué, vous savez que vous pouvez faire appel à un syndicat en cas de licenciement. Vous appelez la centrale et vous pouvez leur demander du conseil, de l'accompagnement. Moi, Glassdoor, j'ai laissé un commentaire salé, le patron a répondu, mais j'ai pas pu contre-répondre. Le Pen, elle n'était pas à France Inter ce matin, mais si.
comme les startups c'est tout petit, tout se sait très vite et personne ne veut faire de bruit. Bah oui, c'est ça, hein, c'est ça le truc familial, machin. On est majoritairement des freelances parfois, impossible de se syndiquer. Ouais, alors ça c'est encore autre chose, ça c'est retour au 19e siècle. Le télétravail, ça aurait pas comme effet d'atomiser les relations et donc empêcher de se syndiquer. Si, les syndicats se posent des questions là-dessus, bien sûr. On l'avait dit dans OLG, on avait dit, c'est vrai, comment on fait pour se syndiquer, pour distribuer un tract en télétravail, pour... on avait dit quoi? Séquestrer le patron en télétravail, comment on fait? Vous n'avez pas à déclarer votre adhésion à un syndicat. Oui, vous pouvez le faire en loose day. Salut Zul, tu m'as fait découvrir Twitch, alors me voici, en tout cas merci pour tout, j'ai bossé avec des incubateurs, et les startups embauchaient que du jeune, il paraît, bah oui c'est plus malléable du jeune, il paraît que ça bosse dur pour pas cher et que c'est plein d'espoir, et naïf. Oui non mais c'est vrai, il y a cette idée, c'est vrai que les jeunes bossent dur pour pas cher, ils comptent pas leurs heures. Après j'ai entendu aussi que, par contre si tu prends des devs... Si tu prends des devs, vaut mieux prendre des seniors, et les boîtes au bout d'un moment comprennent qu'il vaut mieux prendre des seniors et les payer plus cher que de prendre des juniors et les payer moins cher, parce que mine de rien ça abat quand même un gros taf, un développeur senior. Exactement comme dans la restauration en fait. Bah oui, dans la restauration on compte sur le turnover. Moi je suis jeune et je confirme que je suis naïf. Comme le service civique, même les agents en CDI ont honte d'y avoir recours. D'où l'intérêt pour les syndicats d'avoir une présence numérique ou des comptes comme ce... Mais c'est pas mal hein, ce compte, hein, donc vraiment... Bonjour, je suis patron de start-up et de gauche. Bah très bien. Très bien, très bien. Il y en a, hein, il y en a. Et oui, bah, t'as raison, hein, dinosaure impérialiste qui dit perso j'ai bossé dans une asso très anticapitaliste, très écolo, très lié à gauche, très militant, et mais moins de 40 heures semaine et ne pas travailler durant les jours fériés, c'était n'être pas assez impliqué. Je sais qu'il y a ces critiques qui sont revenues pour Fakir, hein. Fakir, il y a des gens qui ont bossé à Fakir et qui ont dit bon, d'accord, mais ok l'engagement, ok machin, mais bon, moi j'ai une santé derrière quoi. Hein François Ruffin? Alors Jean-Philippe Tanguy, ancien porte-parole de Debout la France, a lancé lundi... On change de sujet, bam, Marine Le Pen. Jean-Philippe Tanguy, ancien porte-parole de Debout la France, a lancé lundi une microstructure destinée à soutenir le Rassemblement national. Une manière pour sa présidente de normaliser un peu plus son mouvement en se montrant avec des adeptes autoproclamés de la pensée du général. On veut le dossier sur Ruffin. Bah, demandez à des gens qui ont bossé à Fakir. Moi, j'ai pas bossé à Fakir, mais les témoignages, en général, sont sur le fait que, bon, ça demande quand même beaucoup d'engagement, dirons-nous. Lundi, la presse en charge du... Donc, c'est Tristan Berthelout qui signe ce billet politique pour Libé. Lundi, la presse en charge du... Coucou. Est-ce que je suis revenu? J'ai sauté. Ah là 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 là, bah dis donc, ça a sauté. Ah mais non, mais attendez, mais on est très nombreux là, on s'est pris un raid, Non mais on est super nombreux là. On s'est pris un raid de droite ou quoi? Salaud. Merci, je suis dans l'espace. Merci JGHW5 et quelques qui pour ton 3e mois. Salaud. Il y en a qui ont vu c'était qui le raid? Ah non, c'est les F5, ah oui, c'est ça. Merci, Cointreau Whisky. Oui, c'est bon, on est revenu à un chiffre normal, c'est bon.
T'as dit le mot syndicat, Bezos a coupé le stream. Ouais, c'est peut-être ça. Bon, moi j'ai sauté, je sais pas pourquoi. Donc, il annonce... oui, non, c'est bon, je suis à jour, le Cointreau Whisky. C'est quoi les F5? Un raid des F5? Non, non, F5 c'est quand tu fais F5 pour rafraîchir la page. Et si tout le monde fait ça, du coup, Twitch a aussi l'impression que du coup vous êtes plein. Parce que vous demandez l'accès à la connexion, machin. Donc il met un peu de temps avant de réajuster le compteur. Donc, bref. Ce Tanguy, sale prénom déjà, bras droit de Nicolas Dupont-Aignan, a annoncé la création d'une microstructure appelée l'Avenir Français, une espèce de think tank accolé au RN pour participer à son futur programme présidentiel. Ce n'est pas un mouvement politique, a-t-il précisé, en présence de Marine Le Pen, mais une aide, un trait d'union que nous proposons d'apporter. Dans son entreprise, Tanguy amène plusieurs cadres de Debout la France. La liste des transfuges a été distribuée à la presse et il faudrait y voir là la naissance d'une nouvelle branche gaulliste du RN. C'est un signal. Marine Le Pen a jugé la chose avec le triomphalisme qui la caractérise. Illustré ici, il s'agirait d'un début de rassemblement de toutes les forces nationales. C'est un signal, a-t-elle dit. Il s'agit bien sûr d'une supercherie. Car, pas plus qu'elle ne s'est récemment convertie à l'écologie, Marine Le Pen ne s'est pas réveillée un matin avec les idées du général de Gaulle. Le ralliement opportun de Jean-Philippe Tanguy participe surtout à sa stratégie de normalisation en vue de 2022, en se montrant avec des gaullistes, vous voyez, il y a des guillemets à gaullistes. Le Pen tente de se présenter comme fréquentable aux yeux de certains sympathisants de droite pour qui le mot veut encore dire quelque chose. Même si l'idéologie à la sauce de Debout la France se résume souvent à une simple idée de souverainisme, merci Phobias93, se réclamer du gaullisme, quel que soit le contenu qu'on y met, c'est convoquer l'homme du 18 juin, l'esprit de la résistance, cela parle aux électeurs. Merci, Rinman aussi. SS et fasciste. Ce que cherche ici à faire la candidate d'extrême droite est d'essayer de masquer l'image à laquelle le passé de sa formation renvoie. De façon assez inexorable, même si le RN n'est plus ce qu'il était en 1972, il n'en reste pas moins qu'il a été fondé par des personnes qui ont toujours combattu le gaullisme, évidemment, parce que De Gaulle, c'est l'homme qui a lâché l'Algérie française. Et à ce moment-là, l'extrême droite faisait des attentats contre De Gaulle. Certes, il a connu quelques résistants, des royalistes. Il a compté des pétainistes, des anciens de la collaboration, des gens comme François Brignot, Victor Barthélemy, Pierre Bousquet ou François Duprat, des SS, des fascistes. Les différentes couches de vernis posées par Marine Le Pen sur le front depuis qu'elle en a pris la tête n'effaceront jamais cette histoire. De même que son programme continuera à attirer au RN des gens dont les idées se situent aux antipodes de celles défendues par le général de Gaulle. Dernier exemple en date, quand le parti a investi l'identitaire Damien Rieu pour des élections. Vous savez, Damien Rieu, c'était cette tête pensante de Génération Identitaire. On nous a expliqué, on a fait des pieds et des mains pour nous expliquer que Génération Identitaire, c'était pas le Rassemblement National, il n'y avait pas de lien, machin. Et puis bon, il était déjà assistant parlementaire RN. Bon là, maintenant, il va être candidat RN directement, ça va plus vite. C'était bel et bien un point de passage, évidemment. Xénophobe notoire, peu connu du grand public, mais petite main du Rassemblement National depuis des années, il conduira une liste du mouvement d'extrême droite aux prochaines départementales. Ah, c'était pas les régionales, c'était les départementales. Pour la petite histoire, sa circonscription, Péronne, dans la Somme, est voisine de celle dont va hériter Jean-Philippe Tanguy pour son retournement de veste. Eh oui, au bout d'un moment, tu te dis, est-ce que Debout la France, ça paye en termes de siège électoral, voilà, en termes d'élection ? Peut-être que l'étiquette RN, elle est mieux. Elle a attiré des gens comme Mariani. Il n'est pas absurde qu'elle attire des gens de Debout la France aussi. Lundi, donc une preuve que si l'idéologie peut servir, elle peut aussi se ravaler. Lundi, Rieu s'est permis de féliciter Tanguy pour son initiative. L'Avenir Français est le mouvement de ceux qui ont compris que De Gaulle voterait RN. Eh ben, il manque pas de souffle, celui-là. A-t-il posté sur Twitter une tentative de confusion pure et simple dont le RN est devenu spécialiste. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est pas mal. On a lu 5 articles en tout, hein. 4 articles de la sélection des 5 et un article obligatoire. On a tracé aujourd'hui, la midinale est plus speed que jamais. J'espère que c'était intéressant. Qu'est-ce que vous avez préféré ? Ouais, je suis une machine. Bah là, j'ai soif d'ailleurs. Là, j'ai soif de ouf. Un petit d'air ? Non, pas un petit d'air. Moi,
Quand je speedrun comme ça la midinale, après je suis fatigué, donc il n'y a pas de petit der. Et l'article que vous n'avez pas lu, du coup, c'est celui-là, hein, que je n'ai pas pu vous lire, parce que vous l'avez mis dernier dans le classement, au procès du saccage de l'Arc de Triomphe par des gilets jaunes. En fait, j'ai réfléchi après avoir agi, ils ont chopé 10 pauvres gars, et c'est eux qui sont en train de... C'est eux qui sont en train de prendre cher, là, au tribunal, y compris pour des vols de cartes postales ou tout. Et avec un compte rendu, vous savez, les journalistes ont évidemment le droit d'aller dans les tribunaux pour rapporter, même si on n'a pas le droit d'y filmer, on a le droit d'y aller et de rapporter ce qui s'est raconté. Bon ben voilà, un petit compte rendu dans Le Monde, c'est à mon avis que le premier, parce que après ça va durer jusqu'au 27 mars, ce procès, donc peut-être que je vous reproposerai un article, peut-être de Mediapart cette fois-ci, un article sur ce procès. J'ai raté Napoléon, mais l'UNEF c'était intéressant. Est-ce que les gilets jaunes ça intéresse pas moins parce qu'on est habitué à ce genre de choses? Je sais pas. Ils vont les charger, bah ouais ils vont vouloir... Bah je sais pas, ça dépend des juges. Hein, ça... L'article Startup c'était le plus cool, d'accord. Tu reviens quand pour un stream comme tu montes à Paris? Ah oui, tiens, bonne question. Oui, c'est vrai que je monte à Paris là pour quelques jours. Donc c'est le dernier stream de la semaine. J'en ai fait un hier soir, un ce midi. Je suis désolé, mais je serai juste pas là, quoi. Donc voilà. J'ai raté une bonne partie, mais j'ai la VOD. Et oui, évidemment, vous savez, la VOD. Ouais, Vidal, l'article au début il était confus parce qu'avec tous les acronymes, machin, on a un petit peu pas compris tous les gens qui gueulaient au nom d'acronymes. Mais après c'était un peu plus clair à la fin. Salaud. Intéressant d'avoir appris un peu qui est Vidal. J'avais lu les articles sur Napoléon de mon côté. D'accord. Manoc 2, merci pour le prime. Tu vas faire quoi de beau à Paris? Des trucs secrets, des trucs secrets. Il est de quel journal l'article sur Vidal? Il est évidemment de Mediapart. De Mediapart avec des révélations. Merde. Donc, Mémé va streamer? Non, Mémé, elle va se reposer. Pas d'OLG cette semaine? Non, pas d'OLG cette semaine. OLG la semaine prochaine. Alors, qui c'est qu'on raid, là? Il y a Atomium qui fait Everwood, Trinity, Canard PC... Il n'y a pas grand monde à cette heure-là, mine de rien. Il y a vraiment son père. Allez, c'est parti pour Canard PC, peut-être. Ouais, allez, Canard PC, ils ont pas grand monde. Soutien à Canard PC. Allez, zou, c'est parti. Salaud. Tac. Et entre-temps, merci à Selim Boj et à Hydromélium qui disent salut à toi. Bah voilà, vous avez raté, vous avez tout raté. Vous avez tout raté, bravo. Je ne vous félicite pas. Ah bah, si vous voulez aller chez Raz, allez chez Raz. Je l'avais pas dans ma liste, moi. Je dois pas le suivre, Raz, sur... Non, je le vois pas, moi. Bah écoutez, je m'abonnerai ultérieurement. Allez, bon après-midi, bon courage à vous, amusez-vous bien. Et on se retrouve lundi prochain. Prenez soin de vous, ciao. Et je coupe le stream.